Salut les mecs, salut les bolosses, les ringardes qui jouent toujours à la Super Nintendo / Super Famicom. Dans le futur où nous sommes, bienvenue sur une nouvelle vidéo 10 indispensables sur Ouais. Super Nintendo, toujours en compagnie de Biggie. Comment ça va mon pote? Ça va très bien, écoute, un grand plaisir. Pour te retrouver, ça fait un moment que je voulais faire celui de la Super Famicom, Super Ouais. Nintendo, ça fait un moment. Et en plus, avec un invité, mais de choix, c'est la folie. J'étais le Pourtant, seul il a, dispo. il Hein. a un Sweet Mega Drive. Hein. C'est fait exprès. Voilà, Ouais. c'est pour être taquin. C'est pour être Voilà. taquin. Donc, on a notre ami Asenka qui est présent avec nous pour cet indispensable. Je suis vraiment, vraiment heureux de l'accueillir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas refait un truc ensemble. Je crois que la dernière fois, je suis allé sur sa chaîne, il me semble, sur Twitch. Dans Rage Quit. Ah non, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un live il n'y a pas si longtemps. Oui, le live Neo Geo, il y a peu de temps, sur SNK. Oui, donc, on a fait ça récemment. Ouais. Et ouais, on a fait ça récemment, mon gars. Donc, voilà. Et puis, c'est la première fois aussi avec des GGX que vous apparaissez dans la même vidéo. Bah ouais, ça fait plaisir. Ouais. Enfin. Ouais. Donc, je regarde les vidéos d'ailleurs, mais enfin, on apparaît ensemble. Oui, ouais. Tout à fait. Donc, ça fait voilà, plaisir, mais... 10 indispensables. On Ouais. va présenter 10 jeux. 3 jeux chacun, plus un bonus, on va dire, qui a fait l'unanimité à tous les 3. Ah ouais? Et donc, ouais, bah quand même, je pense que tu peux le valider. Mais on en parlera quand ce sera le moment. On va te laisser commencer, comme d'habitude, traditionnellement, pendant ces lives, mon cher Asenka. C'est toi qui vas présenter le premier jeu. Ah, et il faut garder le meilleur pour la fin, ou c'est dans quel ordre Tu me dis, moi, je m'adapte. Comme tu sens. Je vais le plus parler plutôt vers la fin, non? Comme ça, je prends pas si tu veux. Comme ça, j'embrouille pas tout le monde tout de suite. Quelque part, c'est mieux. Voici un jeu absolument... Je commence par un classique, mais tu vas voir, moi, ma spécialité, c'est vraiment les jeux de combat. Et j'avais envie de parler des jeux de combat de la Super Famicom. Alors, au début, je me suis dit, puisque notre spécialité, c'est les Kusoge, je vais pouvoir citer Power Athlete, Dead Dance, tu vois, un petit peu... Les vrais jeux. À Battle Masters, les vrais jeux. Mais finalement, tu m'as dit, non, on veut quand même des bons jeux. Là, j'étais un peu déçu, j'ai dû chercher des bons jeux. Et en évitant le classique Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, bien évidemment, qui sont exceptionnels, mais ça ne serait pas des surprises. Et j'avais envie... donc, j'ai regardé un peu ce qui est sorti à la fin de la Super Famicom. D'ailleurs, certains de ces jeux, certains oui, mais certains ne sont pas sortis en pâle. Mais certains oui, quand même. Mais donc, là, je vais sortir un classique qui est bien sorti, d'ailleurs, en pâle. Mais il est quand même mieux dans sa version japonaise pour plusieurs raisons. Voici... C'est quand même un jeu de combat. Dragon Ball Z. Hop. Hyperdimension. Hyperdimension. Un jeu très, très, très sous-estimé sur Super Famicom. Un jeu extrêmement sous-estimé. Donc, ça sort... En fait, c'est la même team qui a développé Super Butoden 3. Butoden 3 qui était un peu une update, on va dire, du Butoden 2 fait à la va-vite avec quelques nouveaux persos, mais... Je pense moins bien que Butoden 2. Mais quand même, après, ils sortent Hyperdimension, pardon. Et on peut dire qu'il y a eu les trois Butoden. Et là, ils arrivent avec ce qui va être un vrai jeu de combat, en fait. Qui est même plus un vrai jeu de combat que les Butoden. Alors, quand il sort, à l'époque... Voilà, c'était magnifique, t'as vu? Il y a Goku, il a fait TP dans le Final Flash de Vegeta. Ils vont se taper, il y a clash de coups. Derrière, il y a une vraie boule. Là, il a pu arrêter une boule en faisant monter son ki. Là, il y a un vrai combo. Regarde, t'as vu? C'est un vrai combo. En fait, c'est un vrai... Bien choisi les extraits, Biggie, d'ailleurs. C'est un vrai... Voilà, là, tu vois aussi, ça, c'est encore une sorte de combo avec Goku. La TP, tu tapes derrière, mais c'est tellement stylé. Et t'as vu, t'as changement d'écran, comme dans Guilty Gear Strive. Ça claque. Donc, voilà, ce que je voulais juste dire, c'est que quand le jeu, il sort, il va décevoir beaucoup pour plein de raisons, notamment les gens, ils pensaient retrouver du Butoden avec l'écran qui split, ça c'est la première raison pour laquelle il est très sous-estimé. Ensuite, le roster, il y a un peu moins de persos, il va changer, mais quand même, on a Ultimate Gohan, moi je suis très content parce qu'il y a Majin Vegeta, c'est la première apparition de Vegito dans un jeu de combat Dragon Ball Z. C'est aussi non, mais c'est vrai, c'est intéressant de le dire. C'est la première apparition de Vegito. Et en fait, si tu regardes visuellement en termes d'anime, de graphisme, c'est plus beau que les Butoden en vrai. Tu vois, regarde les décors, ils pètent. Non, mais le jeu, c'est différent, mais en fait, c'est mieux. Alors, après, tu as des questions de goût. Moi, j'aime bien Butoden 2. Je dis pas, c'est un de mes jeux préférés. Mais le jeu,
il pète en termes visuels. Ce qui s'est passé à l'époque, je voulais venir là-dessus, c'est que beaucoup de gens y ont joué sur une Super Nintendo PAL. Et le jeu est pas très rapide, même si là, il bouge plutôt bien, mais il n'est pas très rapide. Mais ça va quand même. Regarde comment ça claque, bordel. Ça va quand même. Là, c'était voilà, je mettais au Smash. Mais oh là, là, il se transforme en Saiyajin 3, tu vois, il finit par le Genkidama. Il est trop bien. Et donc voilà, bref, le jeu en 50 Hz, il est lent. Et en plus, la version PAL était amputée du story mode. Oui, il était charcuté. Tout donc, c'est sûr que si tu testais celle-là, voilà. Mais regarde, voilà, c'est pour finir là-dessus. La version Jap en 60 Hz, tu as le story mode. Et là, on ne le voit pas avec les images, mais quand tu joues vraiment au jeu, contrairement au Butoden qui était un peu schnaps, rempli de bugs, de combos infinis, etc., là, au moins, tu as un vrai. Regarde ça. Tu as un vrai jeu de combat avec des vrais hitbox, avec des vrais combos, avec des vraies techniques. Et c'est ce qui se rapproche le plus d'un vrai versus fighting sur Super Famicom. Avec regarde les combos qu'ils font. C'est voilà, je finis là-dessus. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un des meilleurs jeux de la Super Famicom en termes de jeu de combat. Et c'est évidemment après Dragon Ball Fighters, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Mais en termes de jeu de combat pur et dur, j'irai au sens classique du terme. Donc je mets de côté les Budokai et compagnie. C'est un des meilleurs jeux de DBZ de combat de l'histoire, tout confondu. Voilà. Je suis d'accord. Alors, moi, je vais te donner mon ressenti sur le jeu. Alors, moi, je l'ai connu à l'époque, mais moi, j'avais déjà plus de Super Nintendo. C'est en quelle année qu'il est arrivé en Jap déjà? Je me souviens plus. Je n'aurais pas le jeu sous les yeux, je ne sais plus, mais on était déjà passé à la PlayStation 1. Hein. Ah oui, c'est sûr, puisqu'il est arrivé en fin de vie. Voilà, on était déjà passé sur la PS1, mais tu vas rigoler, le move de dingue, c'est que la PlayStation 96, j'avais, voilà. 96. Donc la PlayStation 1 sort et il y a eu l'infâme Ultimate 22, Battle 22 qui était sorti. Je me rappelle d'une anecdote. C'est 100 fois plus beau que Battle 22. Hein, oui, justement. J'étais chez un pote à moi qui s'appelle Fabrice, à qui je salue. Donc c'est même de ma famille maintenant, Fabrice. Et Fabrice, je vais chez lui et on joue à Ultimate Battle 22. Et je lui dis, franchement, il est pourri le jeu. Quoi. En termes de jeu, c'est pourri. Même si graphiquement, il était beau. Il y avait non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, mais il y avait quand même les sprites qui étaient un peu, on va dire, dans une résolution. Les sprites, ça va, mais c'est le mélange 2D, 3D qui. C'est ça, qui était dégueulasse. Ça faisait tâche, en fait. Il est injouable, surtout. Bon. Et en gros, donc, je lui dis, tu sais, parce que lui, il avait la Mega Drive, il n'a jamais eu la Super Nintendo. Et je lui dis, mais franchement, je suis dégoûté que tu n'aies pas pu tester Dragon Ball Hyperdimension. Il me dit, ah ouais, mais il était bien. Je lui dis, ouais, c'était sur SNES. Je me suis débrouillé pour récupérer une Super Nintendo avec le jeu et je l'ai ramené chez lui. Je lui dis, regarde ce que c'est un vrai jeu de combat Dragon Ball. Mais en 50 il avait pris une claque, il m'a dit, parce qu'il ne le connaissait pas comme il avait eu que la Mega Drive, lui, avant celle-là. Ouais, et il découvre le jeu et tout. Il me dit, mais putain, c'est quoi ce jeu? Je lui ai dit, c'est un vrai jeu de combat. Après, oui, maintenant, aujourd'hui, les mécaniques, elles ont un peu vieilli. C'est un peu raide comme jeu aujourd'hui. Mais si tu le remets dans le contexte, en termes de jeu de combat, c'est mieux que les Butoden, tu vois. Les Butoden, à côté, ils sont pourris, tu vois. En fait, c'est différent pour moi. Le Butoden 2, ça reste un jeu extrêmement sympathique. Tu vois, même les zik, le story mode. Mais c'est un jeu, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est plus un jeu d'action, un peu jeu de combat sympa, super simulation de DBZ. Et je pense que d'un point de vue nostalgie, pour moi, le Butoden 2 est plus fort d'un point de vue émotion que le Hyperdimension. Parce qu'en fait, Butoden 2, je l'ai rincé à l'époque. Comme tu dis, moi, en 96, j'étais plutôt sur Saturn pour les jeux 2D. Je n'avais pas beaucoup joué à Hyperdimension. Et Hyperdimension, je l'ai découvert, je l'ai vraiment redécouvert des années plus tard quand je jouais déjà beaucoup aux jeux de combat. Et donc, je l'ai découvert beaucoup plus vieux en testant des combos d'un point de vue gameplay jeu de combat. Donc je pense que c'est un meilleur jeu, objectivement, c'est un meilleur jeu de combat, ça c'est sûr. C'est même beaucoup plus c'est pas plus beau par exemple que Shin Butoden Saturn, mais c'est infiniment plus jouable que Shin Butoden Saturn, tu vois. Et c'est plus intéressant en termes de jeu de combat que Shin Butoden Saturn, alors que Shin Butoden Saturn pour le coup n'est pas moche, contrairement à la version PlayStation. Et mais voilà, mais le ressenti pour moi de l'époque c'est Butoden 2. Mais voilà, mais parce qu'à l'époque tu te rends pas compte de pourquoi ça c'est un meilleur jeu en vrai. Quand t'es gamin. Tu l'as connu DG, toi? Bah moi j'ai les 4, moi. Je possède les 4 en PAL. Et comme notre ami SNK, moi j'ai beaucoup d'affect nostalgique sur le 2 parce que c'est celui que j'ai. Oui, moi c'est pareil. Hein. Ouais, la légende Saiyan avec la boîte bleue et tout, là, on l'a écumé celui-là. Et puis cette Hyperdimension, je le possède en PAL et que j'avais acheté, je sais pas,
fin 90, 2000, tu sais, quand les jeux de Super Nintendo, ça valait rien, tu vois. Et j'avais passé un après-midi dessus. Mais alors, par contre, j'avais pas de console switchée à l'époque, donc j'étais en Oh 50 Hz. Alors, je savais que il n'y avait pas le mode histoire, il était amputé. Ouais. Ah, Mais en fait, donc j'ai vu quand même le potentiel du jeu avec le rythme. En fait, le rythme, no. oui et non. Dans le sens où, par exemple, il y a des mouvements et ça change d'écran. Donc ça, c'est Oui. bien. Mais par contre, le jeu de base est lent. Tu vois. Et Oui. j'ai rapidement compris qu'en effet, c'était un état d'esprit complètement différent. Que là, en C'était effet, plus on avait. posé. Ouais. C'était plus un vrai, comme disait Asenka, un vrai jeu de baston versus fighting. Plutôt qu'avec des mécaniques de gameplay comme on avait dans Butoden 1, 2 ou 3, tu vois. Mais honnêtement, je l'ai jamais trop creusé parce que je l'ai eu tardivement et j'étais plus dans le mood en fait, tout simplement. Ouais. Mais Ouais, il faudrait qu'un jour je me penche dessus. Il faudrait que je me ramène les 4 de France. Ils sont chez ma mère en France, ouais. Mais, Ouais. Bah, tu sais, pour la petite mais ouais, puis, anecdote, je sais pas ce qui passe. Est-ce que le PAL il passe en 60 Hz? Il y a oui, des bugs. oui, je l'ai, moi. J'ai le PAL Ouais. 60. En fait, moi, j'ai J'en sais rien. Je sais pas, j'ai j'ai pas un joué à un jeu carte PAL. mode. J'ai un carte mode du jeu. Ah. En fait, c'est la version française Ouais. avec le mode story. Ouais, d'accord. Waouh. La carte mode du jeu, ouais. Et il passe en 60. Waouh. Ouais. Il passe en Oh, 60. le gars. Ok. Ça, c'est stylé. Non, mais c'est. Mais juste pour la petite ouais. anecdote, j'essaye de faire l'éducation de mon fils sur les jeux Dragon Ball, parce qu'il est fan de Dragon Ball. Et ben, mon fils et moi, on y joue de temps en temps, tu vois. D'accord, Quand c'est je vais bien. à la SNES, souvent, je le mets et il y joue avec moi. Et il le C'est trouve bien. cool, tu vois. Il le trouve cool. Une bonne éducation. C'est ça. Allez, c'est exactement ce que DG, j'allais on va dire. passer à toi. Tu vas nous présenter ton premier indispensable saison 2, là, sur SNES. Alors, premier jeu. Alors, je l'ai pas. Enfin, j'ai mon complet PAL, il est chez moi en France. J'ai un US en loose, il est dans le meuble derrière. J'ai eu la flemme de le sortir. C'est le. Moi, enfin, t'as une Super Nintendo, tout j'ai de l'avoir, c'est Super Mario Kart. Voilà, je pense que tous les trois, on y a joué, on l'a écumé. Ouais. Alors, c'est quoi Ouais, bah, il est complètement inconnu, tu vois. Donc, il y a les modes Grand Prix, on peut faire les circuits comme on veut. Bon, c'est divisé en deux. Il y a le mode 7, alors il y a la partie course, la partie map et puis rétroviseur. Il y a le mode ballon. Ah, il y a le Putain, mode ballon surtout, le meilleur Ouais, mode du jeu en vrai. le mode C'est le ballon, jeu alors en ouais, versus. Ah, pour bah, se tirer sur la gueule. Enfin bon, est-ce que c'est nécessaire de présenter le jeu? J'ai passé des milliards d'heures dessus. Par contre, là où j'étais un peu outré, hein, je pense que outré, c'est vraiment le mot, parce que Nintendo, ils avaient cette image de jeux familiaux, de jeux gentils, tout ça, etc. Et le Mario Kart, alors il y a 3 types de difficultés, entre guillemets, enfin, qui sont les niveaux de vitesse, hein. Il y a le 50cc en mode lent, facile. Le 100cc en normal, ça commence à accélérer un peu. Et le 150 qu'on débloque après, où là, ça va plus vite. Alors, quand tu joues à 150, mais l'ordinateur, mais il est sale. Mais Ah il bah est oui, mais sale, quoi. c'est pas Mais que il la te fait des- vitesse, c'est la difficulté aussi. Hein. Ouais, non, mais la vitesse, elle est gérable en 150. Mais alors, l'ordinateur, il te fait des coups de pute. L'ordinateur, il triche. Il peut accélérer comme il veut. Il a des armes à volonté. Donc, j'étais outré. Je dis, mais Nintendo, mais qu'est-ce que vous êtes en train de foutre, quoi? Mais sinon, voilà, enfin, si on met ça de côté, moi, évidemment, on y a joué à plusieurs et tout. On a fait les circuits, le mode ballon et tout. Enfin, c'est intemporel. Après, bon, j'ai fait celui de la Nintendo 64. Bon, ok, j'y ai plus jamais rejoué. Celui de la Game Boy Advance, qui est normalement à peu près le même. Bon, j'ai dit, ouais, ok, et puis voilà. Et puis après, j'ai décroché, quoi. Celui de la GameCube, je me suis arrêté à celui de la GameCube. J'ai pas accroché, en fait. Pour moi, il n'y a qu'un seul Mario Kart, c'est celui-là, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais, ça se défend. Après, moi, je suis toujours fan de la série. Moi, c'est plutôt le contraire. Celui de GameCube, c'est celui que j'ai le moins aimé. Mais bon, Ouais. ça, c'est encore autre chose. On va pas reparler. Mais moi, Mario Kart, c'est un jeu, tu vois, j'en attendais rien. Il y avait les magazines de l'époque qui commençaient à en parler avant qu'ils sortent. Ouais. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, d'aller dans une boutique import. Et mon frère m'avait donné de l'argent pour acheter 2 jeux. Et il me dit, je m'en fous, tu me ramènes un jeu de combat, mon grand frère. Hein. Et je lui dis, non, mais ouais, t'inquiète, on te trouvera un jeu de combat. On avait déjà Street Fighter 2. Hein. Et on va dans la boutique, on dit, mais putain, si on ramène Mario Kart, il était en US, le jeu. Il n'était pas sorti en PAL, il était en US. Et je dis, si on ramène Mario Kart, on va se faire tuer. Donc j'ai dit, on va essayer de faire un move. On a réussi à trouver 2 jeux. Il y avait un jeu d'occasion et un jeu neuf. Le jeu neuf, c'était Mario Kart en US. Le jeu d'occasion de combat, c'était Power Athlete. Chef-d'œuvre. Il y a un perso à moustache. Hein. Chef-d'œuvre. Et donc, j'ai pris Power Athlete et Mario Kart. Comme ça, nous, on a pu jouer à Mario Kart. Mais je vous jure, mon frère, à cause de Mario Kart, il m'a fait subir un sévice. C'est que quand on lançait la SNES, il fallait qu'on joue obligatoirement à Power Athlete. Et au bout d'un moment,
Ah, la On avait le droit de punition. jouer à Mario Kart après. Mais Ouais. Mario Kart, ça a été une révélation. Ouais. Même ma grande sœur y jouait. Mais le jeu, on l'a poncé. C'est peut-être le jeu SNES que j'ai le plus joué avec Street 2. C'est les 2 jeux que j'ai le plus joué. Mario Kart, c'est le deuxième à l'aise. Voilà. J'ai vraiment passé énormément de temps. On jouait au ballon avec eux. En fait, il y avait mon petit frère et ma sœur, ma grande sœur, qui est juste un petit peu au-dessus de moi. Et c'était traditionnel le samedi soir, quand mes parents bougeaient, parce que ma mère travaillait souvent le samedi soir, elle était traiteur avec mon père. Et du coup, ils n'étaient pas là. Et on mettait la console et on jouait. C'était incroyable. Et c'est le seul jeu que ma sœur autorisait de jouer. Celui-là et Dragon Ball après, le premier Butoden. Mais Mario Kart, putain, qu'est-ce qu'on a passé des soirées de ouf. Même avec mes cousins et tout, c'était la folie. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour le jeu, je le possède aussi. Il est vraiment, moi, dans mes indispensables. On ne l'avait pas cité sur la saison 1, mais on n'en pensait pas moins, tu vois. Donc, on a eu des reproches des gens, ils ont dit « Ouais, vous n'avez pas cité Mario Kart ». Eh ben, le voilà. Donc, Il est là. C'est Voilà. vrai que il est c'est là. un peu obligé. Ouais. Mais ce qui est intéressant, il faut savoir que la version PAL était optimisée pour tourner Oui. plus rapidement et pas à la vitesse d'un vrai 50 Hz. Et il bug. Donc- Enfin, quand tu mets le pal en 60 Hz, il Oui, bug. c'est ça qui est rigolo. C'est justement, voilà, c'est ça qui est rigolo. Tu as la même chose, par exemple, avec Sega Rally sur Saturn. Si tu mets Sega Rally PAL sur une console japonaise, Ouais. en fait, il dépasse l'écran et il est fou le jeu. C'est ça Ah qui est ouais. assez rigolo. Ouais. Ouais. Mais après, Mario Kart, le mode battle, trophée des défis là-dessus. Ce qui est aussi intéressant, alors je suis pas du tout un spécialiste, hein, moi c'est des brides de ce que j'ai lu et ce qu'on m'a raconté, mais sur l'histoire de créa du jeu, je pense qu'il voulait un mode de joueur, ce qui fait qu'il pouvait pas. Ça pouvait pas tourner aussi vite, par exemple, que F0, qui tourne évidemment en termes d'anime beaucoup plus rapide avec le mode 7. Et donc, pour ralentir le jeu, ils se sont dit, on va mettre des cartes, parce que si tu mets un carte, contrairement à un vaisseau de F0, ça n'a pas besoin d'aller aussi vite. Ça se trouve, ça aurait pu être F02 au début, mais à 2, ça marchait pas, tu vois, techniquement pour la super. Et donc, il fallait justifier que ça puisse aller moins vite. Et en fait, avec les cartes, le jeu n'a pas besoin d'aller aussi vite. C'est des cartes, tu peux accepter que tu joues sur un autre principe. Et il y avait aussi un truc sur la recherche des options. Tu avais des devs qui avait expliqué que, en fait, ils étaient fans de vélo parce que le vélo, jusqu'au dernier moment de la course, en fait, dans les courses de vélo, genre le Tour de France, tu vois, dans le peloton, en fait, tu sais pas qui va gagner. Tu sais, il peut se passer un truc où tu as un mec qui arrive et il grille le peloton au dernier moment parce qu'ils sont tous pack, tu vois, en même temps. Et il avait envie de retrouver cet esprit dans des courses où la hype allait pas tuer au bout d'un tour, où en fait, quelqu'un même qui est derrière, au dernier moment, va pouvoir remonter. Et jusqu'à Mario Kart, avait quand même beaucoup de mécaniques qui étaient très souvent, souvent dans pas mal de jeux de course, tu avais la voiture, tu sais, quand tu es derrière, tu vas plus vite. Il y avait plein de mécaniques comme ça dans les jeux de course. Et là, ils se sont dit, mais sans faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben en fait, tu mets des options. Tu mets des options qui vont donner des armes pour pouvoir remonter sans te favoriser, on va dire, au niveau brut de la conduite. Voilà. Et donc, c'est assez marrant aussi, toutes les histoires de comment Mario Kart est. Ils sont pas levés un matin en se disant on va se faire un jeu de cartes avec les persos de Mario. C'est arrivé à la fin comme ça, mais ça n'a pas débuté comme ça. Ouais. Non, mais jeu extraordinaire. Après, pareil, en mode 7, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a vieilli, mais il reste tout autant jouable. La dernière fois, j'avais fait un petit défi de temps avec des potes, et je peux te garantir que ça reste toujours jouable et tu prends toujours du plaisir en jouant. Même si, le mode 7, il est ce qu'il est. Voilà. Mais ça reste un jeu, pour moi, tu peux pas ne pas posséder Mario Kart si tu as une SNES. Il est légendaire, hein. Il est légendaire, le jeu. Oui, tout à fait. Allez, on va passer à mon premier indispensable. C'est un jeu qui faisait partie des premiers jeux sortis sur la machine. Moi, c'est un jeu qui me faisait rêver. C'était un jeu que j'attendais énormément sur la machine quand il l'avait annoncé. Ce jeu, c'est un chef-d'œuvre de Capcom et c'est Shu Makaimura en japonais, Super Ghouls and Ghosts en PAL. Ce jeu m'a donné, comment dirais-je, des cauchemars. J'ai fait des cauchemars. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Ah non, il n'est pas du tout simple. Je fais une dédicace à DGGX qui l'a One CC il y a peu. Sur sa chaîne. En PAL, ouais. Parce qu'attention, en PAL, il est plus facile qu'en Jap. Hein. Ouais. Mais il est en 50 Hz alors? Tu es genre en 50 Hz? Non, j'ai joué, je sais plus si c'était en 50 ou en 60. Je sais plus. Oui, je sais plus. Je crois que je me suis mis en 50 pour que ça soit plus simple. Mais il a One CC quand même en français. Moi, c'est monstrueux. Moi, je l'avais en PAL à l'époque déjà. C'était un cauchemar absolu. Et donc, lui, il a fini en moins d'un crédit parce qu'il n'est pas mort. J'ai perdu avec les deux loupes, hein. Je crois, de mémoire. Avec les deux loupes. Ouais. Et donc, ça, c'est l'adaptation du jeu d'arcade. Pour la petite histoire, un des premiers jeux d'arcade que j'ai connu de ma vie, que j'ai joué, sur lequel j'ai d'excellents souvenirs, c'est Ghost and Goblins. Ouais. Et donc,
Moi, je connaissais Ghouls and Ghosts de la Master System. Je l'avais sur Master System. Et quand je vois le Super Ghouls and Ghosts, tu sais, dans les vidéos, dans ce qu'on voyait dans les cassettes vidéo, ce qu'on voyait dans les magazines, je dis, mais c'est la folie. L'upgrade énorme quand tu passes sur la version. J'ai eu la version Mega Drive aussi, hein, mais quand tu passes sur la version SNES, c'est juste la folie. Surtout qu'en réalité, c'est un nouveau jeu. Il a été rebaptisé Shu Makaimura parce que, genre, c'est le Super Makaimura. Parce qu'il y a des stages en plus, il y a des armes en plus, il y a plein de mécaniques en plus, notamment le double saut. Après, on peut critiquer ou pas le double saut, parce qu'il y en a qui préfèrent le double saut au tir vers le bas, que tu n'as pas dans celui-là, et vers le haut, je crois que tu n'as pas non plus. Non, il n'y a pas. Vers le haut et bas, il n'y a pas. Haut et bas, il n'y a pas. Ouais. Donc, par contre, à la place, tu as un double saut. Bon, je suis d'accord qu'il est un peu inutile. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait les deux. S'il y avait le tir en haut, tir en bas, plus double saut, ça aurait été... voilà, salade tomate oignon, ça aurait été cool. Ouais, la totale, quoi. Voilà, ça aurait été cool. Ça, c'est dommage. Mais après, quand tu t'habitues au jeu, ça va. Mais c'est surtout que techniquement, il est juste incroyable, sachant que c'est un jeu de début de vie de la console. C'est juste la folie. Pour moi, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui disent oui, non, mais la version Mega Drive est plus fidèle, etc. Oui, elle est, on va dire, dans son esprit, elle est plus proche de la version arcade. La version Mega Drive, c'est une adaptation de l'arcade. Voilà, ça, la version arcade. c'est une création pour la Super Nintendo, tu vois. Bon, dans ce cas-là, autant prendre la version Super Graphics. Oui, tout à fait aussi, mais qui arrivait bien plus tard. Mais pour moi, je trouve que graphiquement, il se rapproche plus, il est plus proche de ce que le CPS1 crachait. Parce que je trouve de toute manière que les jeux Capcom, ils ont une touch particulière sur SNES qu'ils n'ont eu nulle part ailleurs. Parce qu'il y a vraiment, on a l'impression que la SNES, le hardware SNES matche bien avec sa palette de couleurs, etc., sur ce qu'était le CPS1, à mon sens. Comme pour Street Fighter 2 après, c'est pareil. Donc, moi, c'est un jeu que j'aime énormément. C'est ma version préférée. Et je le redis, c'est ma version préférée parce que tu as tous les pouvoirs, on va dire, annexes que tu as. Parce que tu as 2 niveaux d'armure. Tu as même 3 parce qu'on compte le bouclier aussi. Mais tu upgrades ton niveau d'armure. Ça, c'est cool. Et tes armes, donc, elles ont des super pouvoirs, ce que tu n'as pas dans la version originale et dans la version Mega Drive. C'est-à-dire que tu tires, tu as un super tir et tu as une magie aussi. C'est-à-dire, il y a la totale. Donc, c'est juste mortel. J'aurais juste aimé que, genre, quand tu perds ton armure d'or, bah, tu te retrouves avec l'armure verte. Ça aurait facilité un peu le jeu. Mais bon, c'était pas leur souhait, je pense. Après, il y a des niveaux qui sont des purges, comme le niveau qu'on voit là. C'est une purge absolue. Ouais, il est chiant à jouer, celui-là. Là, avec le rythme pour les radeaux, c'est le pire. Et moi, je trouve que... Quand j'arrive là, je vais dans la console. Ouais, mais je trouve que la version SNES est plus dure que la version Mega Drive. Moi, la version Mega Drive, j'ai eu moins de mal à la terminer que la version SNES. J'en ai chié comme pas permis. Moi, je suis pas d'accord. En fait, le truc, c'est qu'au niveau du rythme, je trouve qu'il est plus dur sur Mega Drive parce qu'il est un peu plus frénétique. Par contre, il est plus court. Tu vois, c'est-à-dire que la version... il est plus... Et je trouve que c'est moins aléatoire. Là, les comportements des ennemis, c'est n'importe quoi. Ah ben, parfois, oui. Mais en fait, le rythme du jeu, il est lent. Entre guillemets, tu as le temps. Il est assez posé, hein, le Super Ghouls and Ghosts par rapport au Ghouls and Ghosts de la Mega Drive. Le truc, c'est qu'il est long. Il est long, ce compte-jeu, là. C'est-à-dire que là, si tu veux le finir, là, la première loupe, tu en as au moins pour, peut-être, je sais pas moi, 40 minutes, peut-être. 40-45 minutes, je dirais. Ouais, voilà, 40-45 minutes. Il faut, c'est simple, pour faire les 2 loupes, il faut faire... je crois mon gameplay, il avait fait 1h20, je crois, un truc comme ça, quoi. 1h20, 1h30 pour le faire entièrement. Tandis que celui de la Mega Drive, si tu le connais bien, si tu le maîtrises bien, la première loupe, c'est 25-30 minutes. Tu peux le torcher en 1 heure, en gros, quoi. Avec les 2 loupes, tu vois. Mais il est pour plus, moi, ça le rend plus facile, du coup. Hein? Pour moi, ça le rend plus facile, du coup. Ben, non, parce que, tu vois, bizarrement, moi, j'ai plus de mal avec la version Mega Drive qu'avec la version Super Nintendo. Voilà. Ouais. Après, j'arrive à me faire au rythme de la version Super NES et des côtés, des patterns parfois un peu aléatoires des ennemis. Mais la version Mega Drive, même si elle est plus courte, j'ai plus de mal à la gérer. Tu vois. D'accord. Mais toujours est-il que je reconnais les qualités de ce Super Ghouls and Ghosts, c'est un graphisme. C'est un jeu que j'ai eu à l'époque, c'est un jeu que j'ai connu à l'époque. Les musiques, elles sont superbes et tout. Mais honnêtement, j'y joue jamais, quoi. Voilà, j'ai déjà mentionné, j'y joue jamais parce qu'il est trop long, quoi. Voilà, il me casse les couilles. Puis ce putain de niveau en radon, là, moi, quand j'arrive ici, c'est vrai qu'il est relou. Je vais à la console, il me casse les couilles. Je préfère du coup jouer à la version Mega Drive. Qui, toi, si je me dis, si j'avance bien à la version Mega Drive, je vais arriver à la fin plus vite. En fait, tu vois. C'est peut-être psychologique, mais c'est comme ça, tu vois. Oui, je suis d'accord.
Ah, déjà, on mentionne pas la version X68000 Sharp, mais finalement, Oui. c'est celle-là la meilleure version. Home Ouais, mais version. ça reste la version arcade. C'est-à-dire celui-là, je trouve qu'ils l'ont consolisé et j'ai trouvé ça cool. Je trouve qu'il est adapté à une console Oui, de non, jeu. mais je plaisante, c'était pour en rajouter un truc. Moi, je sais qu'à l'époque, le Super Golden Ghost, mais j'étais un sac à jeu-là et je m'énervais très vite. Donc, je pense qu'à l'époque, j'ai jamais passé le stage du radeau premier loop. Hein. Mais genre, jamais. Ça me saoulait de ouf. Ah, Et, c'est chiant. et en fait, j'ai pu finir les 2 loops du jeu quand il est sorti, là, tu sais, dans les Nintendo Online sur Switch et que tu avais le mode rewind. Ah. Ce qui me permettait de le passer sans que je devienne fou et que je casse tout. Voilà. Donc, je dirais juste, voilà, sur Switch, avec le mode rewind, c'est un jeu plaisant. Sinon, moi, ces jeux-là, ça me rend fou. Hein. Moi, je suis pas fait pour ces choses-là. Hein. C'est vrai. Hein. Il y a très peu de jeux hardcore comme ça où je deviens pas fou. Si, ceux que j'avais vraiment poncé, c'était en mode hard, genre les Contra 3, je sais pas, je trouvais ça moins répétitif. Ouais. Il est Ouais, plus Celui-là, parce que c'est plus celui-là, de il me rend l'action. fou. Mais c'est plus facile, Ouais. hein, Contra 3. Ouais. Hein. Ça Bah, reste c'est pas, dur, c'est mais pas un c'est plus marathon comme là Contra 3 quand tu le connais bien, même en hard, c'est je sais pas, c'est 25 minutes quoi, c'est terminé. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est T'as pas exactement de ce que loop. tu dis. T'as Là, pas oui, deux voilà, bouts à c'est ça. faire, quoi. C'est le coup des 45 minutes et du loop, comme tu dis. Ah ouais. Après, ça reste un jeu exceptionnel. Hein. Je critique pas. J'ai dit juste, pour moi, ça me rend trop fou. C'est tout. Mais c'est Ah génial. bah non, mais C'est c'est pas la un question. fait, hein, de toute façon. Très bien. Alors, on va passer donc à toi, Senka, ton deuxième jeu. Ah bon, il fallait un deuxième. Je pense ouais, ça va vite. Hein. Toujours dans les jeux de combat est sorti. Attends, je regarde la petite fiche à côté. Également sorti en 96 sur la fin de vie. Voici. Alors attends. Shin Kilo Senki Gundam Wing Endless Duel. Ouais. Duel. Endless Duel. Gundam Wing. Et en fait, il faut que tu mettes. Mais genre, attends, j'aurais dû te filer les liens que j'avais. Pour ça, mon petit Biggie. J'avais des liens de tournoi US. Le jeu, il est tellement fou. Ah, mais il est fou en termes de gameplay, il est fou. Ouais. Non, le jeu, il rend fou en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un vrai jeu de combat. Déjà, c'est fait. Donc, c'est ça en 96. C'est adapté évidemment de Gundam Wing. Et ceux qui avaient. C'était d'ailleurs la première série, je crois, Gundam qui débarquait à la télé. C'était diffusé sur M6, Gundam Wing. C'est pas la meilleure série de Gundam, mais c'est tout à fait regardable et plaisant pour entrer dans l'univers de Gundam. Et en fait, ça a été développé notamment par. Alors, c'était publié par Bandai, mais c'était développé par les gars de Natsume. Et les gars de Natsume sur Super Famicom, excusez du peu, hein, c'est quand même les gars de Ninja Warriors Again, les gars de Wild Guns et compagnie, quoi. C'est les darons du game, en fait. Ils maîtrisaient trop bien la bécane. Ils avaient même fait le jeu de combat qui était bien, Power Rangers. Il y a eu un Mighty Morphin Power Rangers, le Fighting Edition, qui était 95, qui était bien. Et donc là, ils arrivent avec ce jeu-là qui fait un peu penser aux Cyberbots, tu sais, de Capcom, en fait. Donc, le jeu avec des mechas. Et c'est un vrai jeu de baston. Tu as des combos, tu as des overjump. En plus, tu as l'utilisation des armes et tout. Je vous invite à regarder. Il y a des tournois qui sont organisés aux US chaque année sur le jeu. À haut niveau, le jeu, il est ouf, en fait. Et il est, regarde comme il est animé. C'est un jeu Super Nintendo, hein, c'est pas un jeu CPS. Il est trop bien animé, il est trop beau, il y a des super zik. Et même si vous en avez rien à faire de Gundam, vous n'avez pas besoin d'aimer Gundam pour jouer à un jeu de baston. C'est juste un très très bon jeu de combat, un des meilleurs jeux de combat de la Super Nintendo, en dehors évidemment du Street de Capcom. Et c'est pour ça que je pense il n'est pas encore trop cher aujourd'hui. Hein. Et voilà, donc ça, c'est vraiment... la jaquette est magnifique en plus. C'est vraiment un jeu, voilà. Faut aimer les jeux de baston. Gameplay un peu original. Si vous voulez découvrir des nouveaux jeux avec des vrais coups et des petites soirées entre potes, voilà, c'est un jeu qui vaut le coup, qui n'est pas très compliqué à prendre en main, mais il y a quand même, tu vois, il y a des dashs, il y a des cancels. Non, mais il y a des vrais trucs. Il y a des vrais mécaniques. Non, c'est pas un jeu, c'est pas pour rigoler. Voilà. Et ça éclate. Je te dis, en dehors des streets, il n'y a pas beaucoup de jeux de combat qui font mieux sur Super Famicom. Voilà, donc je vous conseille. Je pense qu'en import aujourd'hui, parce qu'il faut l'acheter il est en Jap seulement, je crois. Ouais, je l'ai, moi, je l'ai, et je l'ai payé il y a 2 ans, 80 €, mais il est mint, le mien. Vraiment. Aujourd'hui, je pense que c'est 100 balles, Aujourd'hui, c'est 100 balles. Hein. Mais mint, hein. Moi, je te dis, le mien, il est neuf. T'as l'impression que le jeu est neuf. D'ailleurs, quand c'est trop beau, tu vois, t'as des boules de feu, ça joue vraiment comme un street. Hein. Tu sais, t'as Shoryuken, Hadoken, Super Dash, High Jump. C'est beaucoup de skills à haut niveau. Voilà. Un des meilleurs jeux de baston de la Super Famicom. Je suis d'accord, je l'ai présenté sur ma chaîne, celui-là. J'avais fait une vidéo où je reprenais des jeux qui étaient uniques en leur genre sur
sur Super Nintendo qui n'avaient pas eu d'équivalent sur les autres consoles 16 bits. Je parle bien des consoles 16 bits. Et je l'avais cité celui-là. Et bon, il y a des gens qui avaient un peu critiqué. Je disais que c'était très, très proche de ce que tu pouvais trouver sur CPS2. Pour moi, je trouvais que la SNES, là, avait craché un truc de ouf. Le seul défaut du jeu, à mon sens, c'est que tout a été mis un peu sur le gameplay et les graphismes. Par contre, au niveau sonore, je ne parle pas des musiques, il n'y a pas de voix digite dans le jeu, il y en a zéro. Tu n'as pas round one fight ou quoi que ce soit, tu n'as rien. C'est le silence de cathédrale. C'est ce que je peux reprocher. Mais à côté de ça, gameplay magnifique, décor incroyable. Les stages, on n'en a pas parlé, mais ils sont super beaux. Tu as un stage, notamment, tu es sur un porte-avions et tout, mais laisse tomber la mise en scène. L'animation des persos, elle est ouf. Regardez la taille des sprites. On est sur SNES, les gars. Regardez la taille des sprites. Tu as des couleurs magnifiques. Pour moi, c'est un jeu de CPS2, tu vois. Oui, alors, peut-être pas tout à fait, mais c'est quand même assez incroyable, quoi. Ouais, voilà. Toi, tu le connais pas, DG, celui-là? Non, je le connais pas. Je le connais juste de nom, de réputation, mais j'y ai jamais joué, tu vois. Pareil. Tu vas faudrait que je le prenne dans l'émulateur et puis qu'on fasse un petit stream découverte, un truc comme ça, tu vois. Voilà. Mais aujourd'hui, tu le trouves qu'en Jap, de toute façon, il existe. Mais déjà, rien qu'à voir le gameplay tourné, on sent le potentiel du jeu, tu vois. Ouais, et puis il est facile à prendre en main et en fait, il est easy to learn et hard to master. C'est-à-dire vraiment, il y a des vraies mécaniques de jeu de combat. Et moi, je le trouve super agréable. C'est-à-dire, quand j'avais fait le test pour la chaîne, j'avais commencé, parce que le jeu, je ne le connaissais pas plus que ça. Je l'ai découvert il y a quoi? Il y a peut-être 7 ans à peine. Hein, donc, c'est pas vieux. Et quand j'y ai joué, vraiment, j'ai dit, putain, c'est facile. Tu sors, tac, tac, les combos se font avec les normaux, etc. Ça se fait très bien. Tu peux enchaîner avec la super et tout. Et je trouve ça, voilà, moi, je le trouve très agréable. Et je pense que tu vas le kiffer si tu le testes. Oh ben non, mais ça, oui, c'est... Enfin, de ce que je vois, ça me plaît, là. Déjà, ça me plaît, tu vois. Ouais. Super. Allez, on passe à toi, mon cher DGGX. Ton deuxième indispensable. On va passer dans un univers complètement différent. C'est le jeu que j'ai présenté dans ma vidéo spéciale 10 000 abonnés. 10K, c'était le Final Fantasy 3 ou le 6 sur Super Famicom. Est-ce qu'on peut dire peut-être le meilleur JRPG du monde? Je sais pas, parce que franchement, les JRPG, moi, ça fait... Si, tu peux le dire. On va le dire. Mais bon, voilà, je suis pas très légitime dans le sens où moi, les JRPG, ça fait des années que j'y joue plus, tu vois. Mais celui-là, putain, il m'a tellement marqué. Et j'ai eu la chance d'y jouer à l'époque. On devait être en 95, je crois que je l'ai eu en 95. Et ce qu'il est sorti en 94 de mémoire. Oh, putain, mais la PLS, j'avais vu les tests à l'époque dans Super Power, c'est les previews. Dans Joypad, le test de Greg dans Joypad. Ouais. Il y avait, je crois que c'était je sais plus lequel, il avait eu un 98% avec 20 sur 20 en musique ou en graphisme, je sais plus. Et même les screenshots, on voyait rien que les images du jeu dans les magazines. Mais j'étais là, je regardais les images, je me dis, mais putain, mais comment ils ont réussi pour faire un truc aussi détaillé et tout. Et puis après, quand j'ai eu le jeu, voilà, je l'ai fait, je l'ai terminé. J'ai pas été déçu, quoi. Le scénario est exceptionnel, les personnages ils sont ultra attachants, à peu près tous autant qu'ils sont. Les musiques, bon, on n'en parle même pas, c'est quasiment une des meilleures OST de la Super Nintendo. Rien que l'intro, tu sais, avec les Gundam justement dans la neige, avec le thème de Terra et tout, le fameux thème quand on est sur la carte avec la musique en flûte de Pan et tout. Enfin, son méchant, Kefka, est-ce qu'on en parle? Kefka, le roi des enculés, lui, c'est un des pires méchants qu'on ait vu peut-être dans les FF. Lui, il est 100 fois ni loi, quoi. Et puis après, ce personnage aussi, on avait les jumeaux. Il y avait Edgar et Sabin. Et puis Sabin qui avait la possibilité de faire une move list, un peu à la versus fighting. Et je sais plus qui c'est qui m'avait mentionné ça. D'ailleurs, c'est qu'il y avait un des développeurs justement qui a travaillé sur le jeu. Apparemment, il était fan. Il était fan de Fatal Fury. Et apparemment, Edgar et Sabin, ils s'inspirent de Terry Bogard et Andy Bogard. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça, tu vois. Et c'est pour ça que Sabin, il a une move list. Qui lui ont mis une move list de versus fighting. Du coup, ceci explique cela. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Vous irez voir ma vidéo de 10K. Je parle vraiment avec les tripes, tu vois. C'est pas vraiment une review à proprement parler. Mais moi, je considère que, voilà, pour celui qui aime les jeux vidéo, celui qui est gamer, qui joue un petit peu, bon, puis qui tolère encore les JRPG de nos jours, parce que bon, c'est peut-être un peu, des fois, rébarbatif, le tour par tour, etc. Mais ça, c'est un jeu, c'est à le faire une fois, au moins dans sa vie, quoi. S'il y a un JRPG que tu dois faire, c'est celui-là, quoi. Voilà. Il y en a qui disent, FF7. Bon, FF7, ok, il est bien, mais FF6, le 3 en US, il est mieux. Voilà, je suis désolé.
Bah, il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi. Moi, je vais le dire et je l'ai déjà dit auparavant, je suis passé totalement au travers de ce jeu. Totalement. Parce que à l'époque, vous allez rigoler, mais dans ma sphère, on va dire, d'amis, c'était la honte de jouer à un jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est bizarre. Pourquoi? Ouais. On va dire, Mais dans pourquoi? mon quartier, c'était un peu la honte de jouer au jeu de rôle. Donc, on disait, ah, mais toi, tu joues au jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire? T'es un intello. C'était un peu Ouais, ça voilà, t'es là, t'es là, ouais. l'idée. Et donc, du coup, j'ai mon premier vrai jeu, entre guillemets, aventure un peu rôle, c'était Zelda. Donc, déjà, Zelda, c'était voilà. Et après, j'ai commencé à aimer ça uniquement avec Secret of Mana. Mm. Et Bah, je suis du coup passé au travers. Ça de reste un Final action Fantasy. RPG, hein, Secret of Mana. Oui, C'est oui, quand mais même quand même, assez c'est un différent. RPG. Ouais. Donc, Et et du coup, bah, j'ai aimé le premier JRPG au tour par tour, c'était Final Fantasy VII, pour moi. Vraiment que j'ai surkiffé, c'était celui-là. Bien sûr, il y a eu Suikoden, etc. Mais moi, je suis passé totalement au travers de celui-là. J'ai voulu le refaire des années après, mais en fait, ça a tellement vieilli techniquement que j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ouais. Donc voilà. Je le regrette quand même un peu. Je pense que si jamais j'avais découvert à l'époque, je pense que j'aurais kiffé. Ouais, bah c'est fort probable. Ouais. Ouais. Voilà. Et toi, 5K, tu l'as joué, tu l'as déjà fait, hein? En fait, alors, au moment. Alors, oui, mais pas en 94, parce qu'en fait, au moment où il sort, en 94, j'étais à fond Neo Geo, donc c'est pas exactement le même genre de jeu. Ouais. Fin 94, il y avait la Saturn, la PlayStation, donc c'était pas du tout le même genre de jeu. Mais en fait, j'avais un pote qui l'avait et qui parlait un peu japonais, et du coup, j'allais chez lui, et en fait, je le regardais faire le jeu. Donc en fait, je l'ai fait comme un let's play, c'est un let's play en direct, tu vois. Et le jeu, il rendait fou. Et là, tu as montré la box US. Et c'est cool, je ne l'ai pas sorti, mais tu as la box Jap du jeu. Ah, mais japonais, incroyable. c'est voilà, parce que pour moi, la box Jap du jeu, c'est un des plus beaux trucs en packaging Super Famicom, hein, parce que c'est un artwork de Yoshitaka Amano qui a fait les arts, tu vois, sur ce jeu, et elle est trop beau, la version japonaise. Alors, je dirais, prenez la version US pour si vous parlez pas japonais, mais la version japonaise, juste en termes de déco, c'est 20 balles, la version japonaise aujourd'hui du jeu en mint. Hein, donc, tu peux juste la mettre dans le décor et il est trop beau. Ouais, voilà. C'est aussi important de dire, voilà, en termes de design, même, tu as l'univers de FF6. C'est un peu FF7, tu es déjà un peu plus dans le rétro-futuriste. Là, tu es vraiment dans du steampunk pur et dur. Voire, je dirais même du dieselpunk. Voilà, le dieselpunk, tu vois, où c'est vraiment de la rétro, de la technologie hyper rétro, mais dans le futur. Enfin, tu vois, donc, et en plus, là, tu as la magie en plus, donc c'est aussi de la techno rétro steampunk fantasy, si on peut dire ça comme ça. Non, j'en rajoute 3 tonnes, mais faut dire, en termes d'univers graphique, c'est-à-dire en termes d'univers, d'influence, d'art, etc., en dehors des possibilités technologiques des machines, pour moi, le FF6, c'est ce qu'ils ont fait de mieux, en fait. Encore une fois, hein, je ne vous parle pas des mécaniques, je ne vous parle même pas du scénar, je vous parle là juste d'artistes, de direction artistique et de tout ça. C'était vraiment l'univers qui m'attirait le plus. Au-delà de ça, la musique, comme tu disais, Terra, que j'allais citer, c'est un de mes thèmes préférés. Voilà, toute machine confondue ever, le thème de Terra que tu entends au début. Voilà. La bande-son est exceptionnelle. Voilà. Ok. Bon, bah c'est bien. Déjà, on a deux. Moi, c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir dire des choses sur le jeu, mais malheureusement. T'as dit des choses. T'as dit que c'était interdit dans ton quartier à l'époque. Ah, bah ouais, c'est clair. T'as dit que c'était pour les intellos. Voilà. Bah, peut-être un jour, Biggie, un jour. Demain, tu vas avoir des vidéos sur net. Biggie a dit les RPG, c'est pour les intellos. Non, mais à l'époque, quand j'étais gamin, dans une cité comme j'étais moi, c'était pas pareil. Hein. Il y avait une autre ambiance. Hein. Je peux vous le garantir. Nous, c'était que les vrais jeux d'arcade où ça se castagne, où ça. Des gens, de toute façon, ont fait le move de la SNES pour aller sur Street Fighter 2. Bah donc oui, ça, y a pas de secret. Il y avait des potes, j'allais voir un pote dans une cité tout le temps parce que j'avais le jeu et il me disait ouais viens avec ton jeu, et après il invitait tous ses potes pour venir jouer ensemble, et on jouait à Hokuto no Ken 6. Ah bah oui, 7, je l'avais non, le 6, parce qu'en fait ils étaient fans d'Hokuto no Ken, et il y avait Hokuto no Ken 6, donc on jouait à Hokuto no Ken 6. Le jeu il est grave, il a aucun sens, il est naze, mais t'avais 30-40 personnes qui venaient là dans son petit appart pour jouer. Oh, il y a Ken et tout, tu vois, genre juste parce que c'est un truc de gars, tu vois, d'un truc de bonhomme. Voilà. Donc, le jeu, il était rincé en vrai. Mais bon. Ok. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter donc mon autre indispensable. J'en ai déjà parlé. Le fameux Power Athlete. Non, ça va pas, je suis pas sadomaso à ce point-là. Bon. Le fameux California Games 2.
qui est une valeur absolue, peut-être le meilleur BTU de la console. Et ce jeu, c'est Final Fight 3, Final Fight Tough en Jap. Voilà, et des GGX, il fout le seum à tout le monde. On va montrer vite fait. Voilà, là, il fout le seum à tout le monde. Parce Voilà, qu'il y a un jeu je te qui montre la version pâle. Bah, Avec le doigt, il est plus cher, mais l'artwork est moins beau, je suis désolé. Oui, peut-être. Mais même si l'artwork n'est pas ouf non plus en Jap. Hein. Il est mieux, mais il n'est pas ouf. Voilà. Mais en gros, voilà. C'est pour moi peut-être le meilleur beat'em all Super Nintendo. Et je vais troller, c'est peut-être le meilleur beat'em all 16 bits. Et ça n'engage que moi. Tu sais que Paprium, c'est un ça jeu n'engage 16 que bits, toi. on est d'accord. Tu es Alors, en train de moi, dire que Final Fight 3 est mieux que Paprium. Oui, en termes de gameplay, largement. Largement. Paprium Ah, est très beau. on va discuter Paprium a après, une on va ambiance discuter après. unique. Paprium est long comme c'est pas possible et tout, avec plein de variétés et tout, mais Oh, peut-être c'est trop long. Par contre, en termes de move list, mais on est à des années-lumière. Des années-lumière. Ah Faut bah en savoir move list que le jeu- gameplay, Final Fight 3, il enterre pas Prium, hein, je veux dire, ça, il n'y Ouais. a pas photo. Et juste, je vous rapporte à mon test du jeu. Faut savoir que donc, le jeu se joue enfin à 2. Bon, c'était déjà le cas pour le 2, hein, je troll un peu. Donc là, il se joue à 2 enfin. Le jeu, il a une move list de dingue, donc on l'a expliqué. Il y a des dashs, il y a des backdash. T'imagines, dans un beat'em all, tu as des backdash. Il y a pour moi peut-être que Dejin Makai qui propose ça. Donc tu as des backdash. Avec certains personnages, tu as des dash en vertical. Certains persos, pas tous. Donc c'est incroyable. Tu as le coup spécial qu'on connaît de Final Fight normal, mais en plus de ça, tu as une super qui a été reprise de Street Fighter 2X, où tu as une barre de super que tu charges en bas, et après tu peux déclencher un super coup, différent par personnage. Tu as un truc qui est inédit, qu'on a vu dans aucun beat'em all aussi, c'est que selon le personnage que tu prends, il a une affinité avec des armes que tu ramasses. Et ça, c'est unique. Par exemple, si tu prends Guy, vu que Bah, c'est le cas dans Street of Rage 3 aussi. Hein. Unique, avec des trucs uniques par perso, Ouais. selon les armes. Ah, je savais pas. Ouais. Ah bah là, tu m'en apprends une. Donc là, par exemple, quand tu prends Guy, il a un combo avec le nunchaku que tu n'as pas si tu prends Agar et qui ramasse le nunchaku. Tu vois? Il y a la même chose de mémoire dans Street of Rage 3. Voilà. Des affinités de perso avec les armes. Ouais. Donc là, ça va te faire un combo que tu n'as pas. Donc si jamais tu prends un autre perso, tu as des embranchements, ce que tu n'avais pas jusqu'à Paprium. Donc selon l'endroit où tu casses un truc particulier dans le décor, tu vas passer par d'autres endroits, tu vas affronter d'autres ennemis, d'autres boss. Je te donne un exemple. Dans le deuxième stage, tu as un arrêt de bus. Si tu le défonces, ben, en fait, le bus ne passe pas te récupérer, tu ne vas pas dans le stage du bus. Et tu ne passeras pas par le même chemin. Tu as des bonus stages entre les stages que tu n'as pas dans les autres beat'em all. Donc là, tu as des bonus stages où, genre, par exemple, si tu arrives dans le stage du port, tu as un camion qui essaye de te repousser dans la mer et il faut absolument le taper avant qu'il te repousse dans la mer. Tu vois? Il y a plein d'autres trucs comme ça. Tu as un autre bonus stage dans l'usine, etc. Et donc, voilà, la BO, elle est incroyable. Et celle-là, ça encore une fois, c'est une question d'affinité parce que j'ai des potes qui n'aiment pas la BO et d'autres qui l'adorent. Donc, moi, je la vraiment... déteste, moi, la BO. Toi, tu l'aimes pas, mais pour moi, il y a 2-3 morceaux. Et c'est pour ça que je vous ramène à mon test du jeu. Dégueulasse. Elle est dégueulasse. Oh non, elle est incroyable. Mais parce que tu n'as pas bien écouté, je t'enverrai un morceau tout à l'heure. C'est un truc quand même, c'est un truc de fou d'être autant divisé quand même. Mais ouais, mais parce que la musique, c'est subjectif. Donc, ouais, moi, je n'aime pas le métal. Ça n'engage que moi, je n'aime pas le métal. Ouais. Peut-être que toi, tu aimes certainement des GGX et je sais que tu aimes ça. Donc, chacun, en fait, va être dans son bien ambiance. Sûr, bien sûr. Moi, c'est vrai que l'ambiance musicale, il y a 3 morceaux, c'est des chefs-d'œuvre. Moi, en tout cas, je trouve que c'est des chefs-d'œuvre. Donc, je les kiffe absolument, mais vraiment. Donc, voilà. Pour moi, c'est le meilleur beat'em all 16 bits parce qu'il y a sa move list qui est ouf. Il y a des personnages différents, vraiment différents. Là, pour toi, c'est mieux que Streets of Rage 2. Moi, je le préfère à Streets of Rage 2. Streets of Rage 2, je vais te dire, avec le recul, c'est un jeu que j'aime beaucoup moins aujourd'hui. Je préfère le 1. Parce que le 1, il se tient de bout en bout. On a fait un live déjà sur la chaîne de Retro Bonheur. Il y avait Shenron. Et on s'est tous retrouvés à peu près d'accord pour dire que le 1 est mieux que le 2. Alors, tu le préfères à Street of Rage 1, on va dire. Il y a match parce que tu là... Tu préfères ça à Final Fight Mega CD. Ah oui, mais largement. Largement, parce que le premier Final Fight, malgré le fait qu'il soit très beau, et je parle même de la version arcade, il est très limité en termes de move list et tu t'ennuies très vite. Et il devient très vite rébarbatif. Là, il y a peu de temps, il y a un ami à moi qui s'appelle Eduardo qui est passé à la maison. Je lui ai dit, tu sais qu'on parlait de Final Fight 3 et il ne connaissait pas le jeu.
On l'a fini comme ça ensemble à 2, mais il m'a dit c'est une tuerie. Mhm. C'est une tuerie parce que je lui ai montré les secrets du jeu, les trucs qu'il y avait dedans, etc. On a fini le jeu, c'était un bonheur. Et pourtant, moi, je l'avais fini 3 fois là pour le test que j'avais fait juste avant. C'est passé crème. On est passé par une route que j'avais pas fait la dernière fois. Et du coup, on a pris énormément de plaisir. Et il m'a dit, c'est une tuerie le jeu. Tu vois. Donc, gros big up à Eduardo. Il se rappellera de cette petite anecdote. C'était il y a peu de temps. Donc voilà, pour moi, c'est un jeu, un indispensable absolu. Malheureusement, le jeu coûte cher. Donc faites-le en émulation ou alors sur Everdrive. Hein. Mais malheureusement, la version Jap maintenant en cote. Avant, la version Jap était un peu en dessous. La version PAL est intouchable et de toute façon introuvable. Parce qu'il a peut-être dû avoir 10 exemplaires, je pense, limite. Parce que moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Si ce n'est Mais oui, il n'a pas été bien distribué. Hein. Moi, je l'ai jamais même à l'époque où je l'ai chopé, je sais plus, je l'avais acheté sur eBay Allemagne. Donc, il faut savoir que c'est un EUR, hein, c'est multilangue, hein, même la notice et tout, quoi. C'est ce qui se faisait d'ailleurs en fin de vie, hein, les Capcom fin de vie, Megaman X3 et tout, c'est pareil. Ça, je l'avais payé 45 balles. 45 balles, frais de port compris à l'époque, en 2002. Mais il fallait être patient, hein, parce que même à l'époque, il fallait attendre qu'il y en ait un qui sorte, quoi. Tu vois. Ouais. Donc voilà, moi, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Il y a une grande variété dans les niveaux, grande variété dans les situations. Il y a un bestiaire quand même, malgré tout. Il y a des swap colors, hein, comme dans tous les jeux, mais il y a quand même pas mal d'ennemis, on va dire, différents, avec des patterns différents. On retrouve toujours l'ami Andor avec ses cousins. Donc, c'est super marrant. Donc voilà, moi, j'aime énormément ce jeu. Et c'est pareil, c'est un jeu que j'ai découvert sur le tard, parce que j'avais plus de SNES. Et je l'ai refait en émulation, au début de l'émulation SNES avec SNES 9X. Et après, quand j'ai pu me le procurer, je me le suis procuré. Voilà. Vous avez quelque chose à dire? Vous, je sais que vous êtes plus, on va dire, mitigé. Non, mais si on est objectif, on va dire quand même que c'est un bel effort de Capcom. Tu vois, avec la move list, le choix de chemin. C'est pas mal. Ouais. Oui, voilà, mention passable, tu vois, mais non, mais honnêtement, ça va. Mais disons, et je me souviens, par exemple, je plus les tests magazines d'époque, je crois Player One, il avait eu genre un 85%. Il est sorti, je crois, en 96. Mais qui s'en foutait encore de la Super NES en 96? Ouais, le problème, il est là. Mais voilà, il y a tout eu le monde était jeux en sur 96, sur PlayStation, donc il est sorti limite dans l'anonymat le plus absolu, quoi. Mais voilà, on peut dire quand même que c'est un bel essai de Capcom. Moi, honnêtement, j'apprécie le gameplay. Moi, j'apprécie l'effort qu'ils ont fait dans le gameplay avec toute la move list, les dashs, les machins, les choix de chemin, c'est cool. Toi, sur le papier, le jeu, il est bien. Là. Il coche toutes les cases, mais c'est son ambiance que j'aime pas, tu vois. Même graphiquement, moi, je le trouve lisse. Puis les musiques, mais en fait, si j'y joue jamais, c'est principalement à cause des musiques. Franchement, les musiques sont absolument dégueulasses. Je peux pas les entendre, quoi. Voilà. Ouais. En fait, je suis assez d'accord avec ce que dit DGX, c'est-à-dire que, en fait, mais ceci dit, Vicky, tu m'as presque convaincu de lui redonner une chance. Je tiens à mettre ton argumentaire était, je tiens à le dire, extrêmement Ça donne solide, envie. parce que, en fait, le problème, c'est que ce jeu, et je suis un ultime fan de Final Fight. Alors, je tiens à le dire, j'ai le jeu dans plein de versions différentes. J'ai la version arcade. J'aime la licence, j'aime ce genre de jeu, j'aime ce jeu, j'aime Final Fight. Donc, tu vois, je suis pas du genre, je suis hermétique à ce genre de jeu, quoi. J'adore. Et je l'ai eu en Jap à l'époque. Et je l'avais revendu, au bout le jeu, j'avais envie de le brûler au bout de 2 stages. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai pas poussé les secrets, j'ai pas poussé les stages, j'ai peut-être pas poussé la jouabilité. Mais pour moi, ce qui est problématique, c'est qu'il est juste trop laid et trop inaudible. C'est-à-dire en termes de chara design des ennemis, même le chara design, tu vois, le sprite de Lucien, en termes, si tu veux, par rapport à l'ambiance que dégageait justement le premier Final Fight, beaucoup plus inquiétante, tu vois, façon New York tendu, New York 97 tendu, tu vois, par rapport... Il n'y a pas ce côté sale un peu, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas une adaptation. Il y a une vraie ambiance inquiétante dans celui-là. Et la musique qui joue. Tu vois. Mais justement, c'est que moi j'allais dire, en plus la musique me donnait envie de le casser en deux, tu vois. C'est ça le problème. Après, j'ai pas suivi parce que pour moi c'est comme beaucoup. Pour moi, je trouve que la Super Famicom est très limitée en termes de beats. De beat'em up, c'est que tu vois, je sais pas. On dirait un Rival Turf avec les sprites de Final Fight. Non, mais visuellement, je parle. Visuellement, je parle Mega pas. Drive, sur SNES que sur Mega Drive. Hein. Il y a plus de choix sur SNES. Hein. Ah, mais je sais. Ouais, mais il y a plus de choix qui servent à rien. Après, dans les meilleurs, t'as genre le Batman Returns.
Mais il Il y a joue pas à Devil deux. May Cry 1 Sonic qui Blastman, c'est mortel, ça se joue Sonic pas à deux. Blastman 2. Oui, c'est mortel, mais ça se joue pas à deux. Batman Returns, c'est Si, mortel. le 2 se joue à 2. Non, Ah bon Sonic Blastman 2 se joue à 2. Bon, Bien alors, sûr. Sonic Blastman 2, c'est déjà mieux que ça, voilà. C'est très bien Sonic Blastman 2, mais Moi, j'ai pas l'argent pour avoir le 2,2, monsieur. Enfin, après, je te donnerai un morceau et tu me donneras Mais ton non, mais avis. non, je rigolais, mais tu m'as vraiment. Je trouve que ton argumentaire était très solide et tu m'as donné envie de lui redonner une chance. Et à mon avis, la chance, ça va durer 3 minutes 47. Mais j'enlèverai le son. Voilà. Et Voilà, je vais fermer. Non, Et je dirai, non, la mieux que jouabilité, elle est bien. C'est Non. quoi? Je pense que même Super Double Dragon, c'est mieux. Non, Super Double Dragon, c'est un très très bon beat'em up. Je suis Une d'accord. bonne jouabilité aussi. Hein. Oui, très bon beat'em up, mais en japonais. En bah, PAL, c'est évidemment. pur. Mais je t'ai jamais parlé, ça n'existe pas de toute façon autre chose que les versions japonaises. De quoi tu me parles en vrai? Tu vois? Mais je te donnerai la musique et tu l'écouteras tout à l'heure. Ok. Après, Allez, très bien. On passe au dernier jeu de la sélection, puis à la fin, il y aura un bonus. Mm. À toi, Asenka, de présenter ton dernier jeu de la sélection, une valeur ultra. Et oui, alors non, l'improbable sur Super Nintendo. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Sur la version évidemment Jap, qui est une plus belle jaquette. Et d'ailleurs, c'est ce que je tiens à dire, c'est que depuis tout à l'heure, toi, il y a la version arcade qui tourne derrière toi. Et là, évidemment, à ce moment-là, l'écran, il est noir. Ça attends, regarde ça, mets en grand, voilà. Et là, en fait, ce que vous voyez derrière qui tourne en vrai, hein, c'est pas, tu vois, ça tourne sur un véritable écran cathodique, un PVM, c'est pas comme sur un émulateur. C'est le Street 02 Super Famicom hein, qui tourne depuis tout à l'heure, l'original. Et là, tu vois derrière, de loin, tu te dis, mais c'est. Il n'y a pas de différence. Il y a des différences, faut pas. avoir de loin. Les sprites sont plus petits et tout. Mais quand tu le vois comme ça, tu fais, mais ça tourne sur Super Nintendo, la console qui fait tourner Final Fight 3. Tu te dis, c'est chaud sa vie. Regarde Zangief, tu vois. Et d'ailleurs, je vais vous en parler un peu plus de jeu. En fait, mais vous allez voir les problèmes aussi du jeu, c'est que il est très jouable. En fait, il est quand même méga beau, quoi. Et tu te dis, mais c'est ouf ce qu'ils ont pu faire. Alors, d'accord, c'est fin de vie, pareil, 96, fin de vie de la machine. Mais tu te dis, waouh, comment. Alors, c'est une cartouche de 32 mégabits, hein, mais tu te dis. Il fait plus de 200 mégabits quand même, la version CPS2 de Street 02, qui est d'ailleurs un jeu qui est largement meilleur que le 01, qui était parfois même, alors dans certaines communautés préféré au 03, c'est pas mon cas, mais ça reste un 02, ça reste un jeu exceptionnel, mais vraiment à des tas de niveaux. Et tu dis, regarde même les super et tout, mais quand tu compares ça même au Super Street 2, Super Famicom, qui est pas mal hein, déjà, hein, mais tu te dis, mais comment ils ont fait? Le problème, c'est qu'ils ont pas vraiment fait, je vais m'expliquer par là, c'est que d'ailleurs au début du jeu, quand tu vois ils ont du mal notamment à faire tourner le jeu en gardant tous les assets. Par exemple, le sprite de Zangief ou le sprite de Gen qui a plein de stances différentes était hyper complexe à mettre en place et ils s'en sortaient pas. Mais les producteurs du jeu, ils voulaient rien lâcher, ce qui est compliqué quand même sur Super Famicom comparé à un CPS2, enfin c'est le jour et la nuit quoi. Et ils ont réussi grâce à une puce qui s'appelle la puce SDD1, qu'elle a même utilisée par exemple dans Star Ocean, qu'en fait, il faut prendre ça comme ce qui permettait en fait de compresser beaucoup de données dans la puce. Et bref, avec cette puce magique, ils pouvaient stocker les données des sprites, etc. et arriver plus facilement au résultat que vous avez sous les yeux. Maintenant, le jeu a une histoire amusante, c'est qu'il y a beaucoup il y a des temps de chargement chelous que tu as pu voir là au début du round sur ta vidéo. Au début de chaque round, et à la fin, tu as vu, avant le KO. Le KO. Et c'est bizarre, si tu regardes au début du round, mets le round d'après. On va regarder exactement quand c'est et je vais vous expliquer parce que j'ai parlé évidemment à Upsilandre, un des maîtres de la technique des jeux 16 bits, pour qu'il tente de m'expliquer réellement d'où c'est venu. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de fausses rumeurs là-dessus. Je sors le début d'un round quand même pour étayer mon exemple. Allez, on va voir on voit le début d'un round. Oh, c'est long. Ouais, c'est bon. Non, mais le jeu est magnifique, il est très jouable. Une fois que le round a commencé, si tu veux, c'est mortel. Il y a pas. T'as même un chargement là. Ouais, mais ça va. À la limite, ça va. Oui, pour ça moi, va, c'est correct. À la limite que ça charge avant. C'est après le fight. Ouais, c'est hyper. 3 ou 4 secondes, 5 secondes. Et les gens se disaient, mais pourquoi? Tu vois, ça fait round 1, fight. Ouais. C'est le temps de décompression des données que la cassette sort les données de la puce, en fait, je crois. Mais de quelles données? En fait, pendant beaucoup d'années, on a pensé que c'était le SDD1, effectivement, comme je vous l'ai dit, qui compressait certaines données. Et c'était le temps de décompression des données graphiques du SDD1 et de la transmission à la Super Famicom. Mais en fait, pas du tout. C'est pas ça
qui fait ramer. Et en fait, ce qui fait ramer, c'est le problème en fait avec la Super Famicom, c'est que les datas audio, c'est un problème audio, c'est pas du tout le problème du SDD One. Les datas audio, si tu veux, sur la Super Famicom, tout est en sampling sur Super Famicom et les datas sont bien plus lourdes. Par exemple, que sur une console comme la Mega Drive. Et en fait, c'est une question de RAM et de stockage des données audio. Techniquement, alors on doit ça à Stéphane Dallongeville, je cite quand même Epsilon. Qui a fait SGDK. Hein, exactement. Qui a quand même créé le dev kit SGDK avec lequel sont faits la plupart des jeux Mega Drive aujourd'hui. Donc, et même Yuzo Koshiro, il bosse dessus. Donc, si tu veux, c'est quand même un daron du game. Et lui, en fait, ce qu'il explique, c'est que ça n'a rien à voir donc avec la puce, contrairement à ce que vous lisez sur le net. En fait, avant le début du round, ça va d'abord envoyer les données son, donc dans la puce son de la Super Famicom et qui sont lourdes, si tu veux, les samples de la musique et de la voix du speaker. C'est d'ailleurs pour ça que tu vas entendre Round One Fight. Et c'est après, c'est bizarre parce qu'on se disait, mais attends, mais c'est après que ça charge, mais pas avant. C'est pourquoi ça charge après Round One Fight. Il n'y a pas de son du tout, il n'y a même pas de musique. C'est ça qui est. Bah oui, mais parce qu'en fait, toutes les données, genre des bruitages. En fait, bruitage, Round One Fight et musique, ça faisait trop d'un coup. Et donc, en fait, le jeu envoie d'abord début de la zik, Round One Fight. Et une fois que le mec, il a dit ça enlève le Round One Fight des données et ça lui envoie les données du bruitage pour le round. Et c'est pour ça que ça fait la pause après le Round One Fight. Tu vois. Donc en fait, si on n'avait pas la voix digit Round One Fight, ça s'enchaînerait naturellement. En fait, je suis d'accord, c'est peut-être pour ça que dans des jeux, il n'y a pas Round One Fight. Il y a des jeux SNES où il n'y a pas Round. Tu prends Endless Duel, il n'y a pas Round One Fight. C'est peut-être ça. C'est qu'en fait, il n'y a plus assez de place dans la RAM audio pour mettre les samples, des bruitages et des voice sampling des combattants. Et donc, il faut les charger dans un second temps après que le speaker, en gros, ait fini son pitch. Et c'est ça qui crée le loading. Et c'est aussi pour ça que tu as un loading avant que le speaker y revienne pour dire KO à la fin du match. Oui, voilà. Tu vois le délire ou pas? Parce qu'il faut recharger sa voix dans la RAM audio en déchargeant le reste. Alors, ce qu'il dit, c'est que c'est évidemment un problème technique de la Super Famicom au niveau de la taille des samplings audio. Maintenant, c'est aussi une histoire de code. Probablement les magiciens comme Konami à l'époque, ils auraient peut-être pu, tu vois, ils auraient pu recoder ça, travailler sur les drivers audio et régler le problème. Ils avaient aussi sans doute une question de temps de dev à l'époque. Mais maintenant, il y a des gars qui ont fait des patchs. Alors d'abord, ils ont pu prouver ce que ça, c'était vrai, parce qu'en fait, ils ont fait du rétro-engineering sur ce jeu, et ils ont prouvé qu'en désactivant justement la transmission des données audio, tu n'avais plus aucun temps de chargement. Donc, ce n'était pas le SDD One, tu vois. Et après, il y en a qui ont patché ça pour que sur certains hacks sur le net, tu n'aies plus ce temps de chargement. Mais voilà, c'est assez rigolo parce que ça permet de parler un peu tech sur ce jeu. Mais on va dire qu'en dehors de ce temps de chargement, mais honnêtement, tu as des jeux de baston qui chargeaient à l'époque sur CD avant que tu arrives au début du round. Là, c'est juste surprenant parce que c'est après le Round One Fight, tu vois. Donc, ça fait bizarre. Mais au-delà de ça, tu regardes comment le jeu il bouge pour un jeu Super Famicom et c'est Street 02. C'est peut-être le meilleur jeu de combat de la Super Famicom, le meilleur, parce qu'il n'y a pas eu 2X. Il y aurait Super Street Fighter 2X, qui est sans doute un des meilleurs de cette génération. Je dirais, je sais pas. Mais sinon, c'est lui le meilleur. C'est le meilleur jeu de combat de la Super Famicom, malgré ce défaut technique de son, en fait. Donc, tu te dis, et c'est aussi un véritable exploit technique. La différence, c'est que quitte à jouer là, tu peux reconnaître que c'est magnifique sur Super Famicom, mais quitte à y jouer, tu vas plutôt aujourd'hui jouer sur le board d'arcade CPS2 ou même la version Saturn qui est exceptionnelle. C'est vrai qu'à part l'exploit technique, la version Super Famicom n'a pas beaucoup d'intérêt. Contrairement à les deux jeux que j'avais montrés avant, qui sont des exclusivités de la Super Famicom et qui sont également très bons. Donc, c'est objectivement des moins bons jeux de combat, bien évidemment, que Street Fighter 02 de Capcom. Mais ce sont au moins des exclusivités Super Famicom. Donc, si vous voulez jouer à 02, c'est marrant de voir ce qu'ils ont fait d'un point de vue tech. Mais bon, il y a des meilleures conversions du jeu, quoi. Bien sûr. Et moins cher. Un Street 02 Saturn, c'est 100 yens au Japon. Hein. Ouais. Ok. Moi, le jeu, je l'ai découvert. En fait, j'ai su qu'ils avaient fait 02 à l'époque où il y avait eu le 02 sur PlayStation 1. Moi, 02, je l'ai découvert sur PlayStation 1. C'était une des baffes de ma vie avec KX. Grosse dédicace à KX parce qu'il était là quand on l'a acheté en Jap en import. On est rentré, on a pris la tarte de notre vie. Mais de notre vie. On a poussé le jeu H24. Mais
Quand j'ai su qu'il l'adapterait sur SNES, j'ai dit pourquoi faire. Mais à l'époque, on n'avait pas la même mentalité qu'aujourd'hui. C'est vrai que c'était différent. On se disait, on est passé à autre chose, on oublie, on était des Japonais. On se disait, le passé, c'est derrière et voilà. Nous, on est dans le futur, on a une PlayStation 1 ou une Saturn. Et d'ailleurs, la version Saturn, elle est juste incroyable. Hein. La version Street Fighter 02 Dash qui est juste incroyable. Et surtout la 03. Honnêtement, sur Saturn, c'est la 03 qui rend fou hein, avec la RAM. Hein. Ouais. En termes de conversion. Mais le 02 Saturn est mortel. Hein. Le 02 Dash est top. D'ailleurs, il y a le Dramatic Battle qui était juste mortel dessus. Et il y a le combat contre Gookie qui est incroyable. Donc en gros, tu as Frank Gookie, il est imbattable. C'est Shin Gookie, il est imbattable dans le jeu. Et donc voilà, tu as juste un truc où tu peux faire ça. Et voilà, mais la version SNES, moi, je l'ai connue vraiment très très tard. J'y ai joué très très tard. J'ai été un peu refroidi sur le côté, effectivement, ces chargements, tout ça. Mais en vrai, c'est une putain de prouesse technique. Et tu te dis, tu joues à 0,2 sur une SNES. Bah, c'est ça, c'est ça. Folie. C'est ça. Donc toi, d'ailleurs, DGGX, tu possèdes le jeu, tu nous l'avais présenté sur ta chaîne. Moi, je l'ai en pâle, en quasi état mint. Et un trou noir, je sais plus où je l'ai eu. Est-ce que je l'ai acheté dans un magasin, sur un eBay Internet? Je me souviens plus. Mais moi, en fait, donc l'Alpha 2, je l'avais connu avec la Saturn. Et j'ai toujours, hein, il est à côté de moi, là. Et j'y ai beaucoup joué sur Saturn avec mon stick arcade et tout. C'est mon Street 0 préféré. Même, je le préfère au 3. Tu vois, moi, je suis team Alpha 2. Et après, je savais qu'il était sorti en Super Nintendo parce que j'avais vu le test à l'époque dans Player One. Et puis. Et il disait quoi dans Player One? Tu te souviens? Hein? Tu te souviens de ce qu'il disait dans Player One? Bah, je crois que c'est Chris qui l'avait noté. Il avait noté 85%. Et puis il disait, ouais, bel effort technique, mais enfin un peu inutile, quoi. Voilà, c'est. Il disait, bah, ouais, à la limite, qu'est-ce que ce jeu-là, il fout sur Super Nintendo? Ok, c'est beau, c'est bien fait, mais enfin, autant jouer à la version Saturn ou PS1. Ou PS1, ce qui n'est pas faux, hein, en soi. Voilà. Et puis, moi, j'avais récupéré, du coup, quelques années après, cette version Super Nintendo, du coup, pour la collecte. Mais ouais, quand j'y ai joué, j'avais mon gros stick, là, non, je l'avais pas encore, le Top Fighter, parce que je l'ai récupéré plus tard. J'ai un pote qui l'avait. Mais ouais, putain, là, celui-là, parce que j'ai un copain, j'y avais joué avec le Top Fighter, parce que j'ai un copain qui l'avait, ce stick. Et ouais, là, on a apprécié quand même. On dit, oh ouais, quand même. Bon, après, on n'allait plus sur Saturn, bien évidemment. Mais l'exploit technique pour de la Super Nintendo, c'était quand même une sacrée. Et t'as largement salué, ouais. Ah ouais, c'était quand même un sacré latage de couilles hein, de voir ça sur Super NES, quoi. C'est clair, quoi. Allez, DGGX, on passe à ton dernier jeu. Allez, le dernier jeu, alors j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai tournée il n'y a pas longtemps, qui n'est pas encore sortie. Au moment où je pense que cette vidéo sera diffusée, c'est le Mickey Magical Quest qui coûtait la peau des couilles à l'époque. Il valait, je crois de mémoire, il valait 550 francs. Et c'est un jeu que je voulais. Voilà, je l'avais vu dans Nintendo Player, dans les magazines, ça. Puis rien qu'à voir les screenshots. Enfin, voilà, c'est du Capcom, les mecs. Est-ce qu'il y a besoin d'argumenter? Là, c'est Mickey. Le jeu était magnifique. Je bavais devant. J'ai dit putain. Et puis impossible de foutre la main dessus. Puis j'ai un copain un jour qui l'a eu. Et puis je sais plus s'il me l'avait prêté ou j'avais été chez lui. Enfin, je me souviens plus. Mais c'est un jeu que j'ai connu à l'époque, ça. Et ouais, pas déçu du tout, quoi. Il était un petit peu facile, il se torchait en un après-midi, mais qu'est-ce qu'il était bien fait graphiquement, les musiques, et surtout ce système de costume, quoi, de métamorphose. Il y a le costume en pompier, je crois, dans celui-là. Il y a le magicien, on peut envoyer des petites boules magiques et tout. Normalement, il y a 3 métamorphoses. De la 3e, je n'en souviens plus. Mais ouais, enfin, Mickey Magical Quest, ouais, enfin, ça, c'était vraiment le tout premier sur Super Nintendo. Ça n'avait pas déçu. Du tout, d'ailleurs, je crois que si je dis pas de conneries, c'était le tout premier jeu Mickey, hein, d'ailleurs, sur Super Nintendo, ouais. Voilà, sur Super Nintendo. Après, moi, j'ai eu alors tardivement, parce que je l'ai acheté il y a quelques années, peut-être, ça passe tellement vite maintenant, il y a peut-être 10 ans. Le 2, The Great Circus Mystery, du coup, je l'ai acheté en Genesis, je l'ai pas en Super NES, et c'est le seul Mickey Magical Quest qui existe sur Mega Drive. Et puis, il y a eu un 3, mais qui est exclusif Super Famicom, mais celui-là, j'y ai jamais joué, quoi. Mais j'ai des souvenirs sur le tout premier. Ça fait longtemps que j'y ai pas rejoué, il faudrait que je le refasse. Mais ouais, je me souviens qu'on avait passé un super moment et on n'avait pas été déçus. Et ce Mickey Magical Quest, moi je trouve que voilà, t'aimes ou pas Mickey, t'aimes ou pas le personnage, c'est du Capcom, les mecs. En général, Capcom sur Super Nintendo. Je donnerai mon point de vue sur ça. Aladdin était très bien. Ouais, Aladdin était très bien aussi. Aladdin, ouais. Alors, moi, après, je l'ai connu à l'époque, celui-là aussi. Dragon Night of the Round. Bon. Ouais, mais il n'y a pas que ça, Je vais essayer de revenir d'ailleurs sur ça. J'en ai parlé plusieurs fois. Mais pour moi, Capcom, ils ont été feignants sur SNES. Je te le dis, ils ont fait des très bonnes conversions. Il y en a deux qui sont passés au travers.
Ils sont passés au travers. Ouais, mais totalement. ils ont fait Street 2 et ça excuse tout le reste. Exactement. Ils ont fait Street 2, ça excuse Voilà. tout. Mais moi, pour T'es moi, ils safe, sont t'es passés safe au en travers. bloc. Tu peux faire de la merde après. Tu t'en Tu fous. prends t'as ce qu'ils ont fait Street 2. avec Captain Commando et Final Fight. Ah, Capcom Commando, Hein c'était sale. Hein. Et C'était Final sale. Fight 1, s'il Sale. vous plaît. C'est Ouais. dégueulasse. Non, mais à la limite, tu peux l'excuser au début de la vue de la machine. Non, Moi, c'est non, moi non, ce que je j'ai. n'excuse Non, non, pas. moi ce Final que Fight 3, c'est j'excuse pas. dégueulasse. Moi, ce que j'excuse pas, c'est qu'après Final Fight 1, moi, je vais chez Ami Le Pro, la Boulevard Voltaire, j'achète Final Fight Guy, parce que dans ma tête, Mais oui. on peut enfin jouer à deux et il y a Guy. Et là, j'ouvre et il n'y a plus Cody, et Et tu peux toujours pas jouer à deux. Ouais. Ouais. Donc C'est moi, arnaque. moi, je leur Pourquoi pardonne pas Pourquoi ça. tu fais un deuxième jeu si t'as pas changé ça? Ça n'a aucun sens. sens. Aucun. Oui. Aucun sens. Je suis d'accord. Pour ça que je les ai trouvés feignants sur SNES et je l'ai dit plein de fois. Par contre, celui-là, il n'est pas à classer dans cette gamme-là. Non, non. Il est Celui-là, il est extrêmement réussi. Pour l'anecdote, encore une fois, j'en ai parlé plusieurs fois. Mon frère, il avait donc son ami qui avait une boutique de location de jeux vidéo. Et pas que, il faisait de la cassette vidéo et tout. Et c'est là où on avait eu la Neo Geo. Il l'avait récupéré chez le mec et il l'avait jamais rendu. Voilà. Par contre, c'était leur pote, donc du coup, ils ont dû s'arranger. Je connais pas les bails, mais quand Magical Quest est sorti, mon frère il me dit viens avec moi, je te loue 2 jeux ce week-end. Je lui dis ok, on y va. Il me loue, je choisis Mickey et je lui prends aussi UN Squadron. Encore un jeu réussi de Capcom d'ailleurs sur SNES. Et il prend UN Squadron et celui-là et Mickey. Mais on a joué qu'à Mickey. On a pu jouer un peu à UN Squadron, mais Mickey il nous a tellement captivés. Moi j'étais un fan de Mickey, je l'ai dit plein de fois. Mickey Castle of Illusion, c'est un pur chef-d'œuvre absolu, que ce soit sur Mega Drive et sur Master System. J'ai fait la version Master System, je l'ai fait aussi sur Game Gear. Quel jeu incroyable. Et celui-là, c'était totalement une autre approche. Et du coup, j'avais énormément aimé. Celui-là, on va dire, il est un peu plus... on va dire un peu plus école du gameplay, on va dire ça comme ça que les autres, où les autres c'est plus simpliste, mais moi ça me plaisait aussi. Et il est plus difficile, je trouve, que les Castle of Illusion, celui-là. Donc en plus, avec les pouvoirs, etc., c'était incroyable. Et je le possède. Je l'ai montré à mes enfants, pareil, à mon fils. Donc c'est un jeu que je kiffe. Absolu, un indispensable absolu, celui-là. Voilà. Ah, il est excellent. Vas-y, SNK. Bah, tu as connu aussi à l'époque, en fait, j'aimais au début des années 90, j'étais vraiment sur les Disney Mega Drive, comme tu disais, un Castle of Illusion, c'est chef-d'œuvre. Je pense que ça reste la meilleure adaptation au jeu de plateforme des Disney, le Castle of Illusion. Tu sais, il y avait Quackshot aussi, j'étais un ultra fan. Moi, j'étais plus Team Donald, donc j'étais ultra fan de Quackshot. Et le truc, c'est qu'à l'époque de la sortie de Magical Quest, je le trouvais magnifique, tu vois, dans les magazines, mais le jeu, il coûtait bon. C'était il coûtait cher. Ouais, il était ultra cher et j'avais pas eu. Et en fait, à cette époque-là, autant jouer. En fait, ma période pré-Street 2, je jouais beaucoup aux jeux de plateforme. C'est pour ça que je te parlais des jeux Mega Drive. Mais une fois que j'étais passé en team jeu de baston, Street 2, Neo Geo et tout, tu faisais que ça. J'achetais plus de jeux de plateforme. C'était terminé. C'était fini, quoi. Ah, si, je faisais les Sonic parce que c'est Sonic, il fallait faire les Sonic, mais je jouais plus à ça. Pareil, tu vois, moi, où j'habitais, c'était interdit de jouer à Magical Quest comme ça. Je déconne. Donc, si tu veux, je voyais le jeu, je le trouvais magnifique. J'étais quand même un peu tenté. Je dis, quand même, tu vois, il a l'air mortel. Et ça avait l'air mortel, donc je critique pas le jeu, j'y jouais pas. Mais je disais, si j'ai 590 francs à mettre, je vais aller les mettre dans Street 2 Turbo, je vais aller les mettre même dans Okuto Doken 6 dégueulasse, dans Power Athlete, dans Dead Dance. J'étais Team Baston. C'est aussi bête que ça. Tu as des jeux auxquels tu as joué, tu n'as pas joué. Et après, les années ont passé. Et même aujourd'hui, le jeu, tu vois, il a l'air super beau, il a l'air magnifique. Mais ouais, tu sais quoi, je pense que je l'achèterai et je le ferai. Et je aujourd'hui. Je donnerai à mon fils de jouer, voilà, quand il aura l'âge d'y jouer. Et je serai très heureux de le faire avec lui et de découvrir, en fait. Parce que je connais les screenshots par cœur, mais je n'ai jamais fait celui-là, en fait. Jamais. Ouais. Mais c'était plus un hasard de la vie qu'une volonté. Ouais, c'était pas le moment, quoi. C'est pas bien. Ouais, non, il a l'air mortel, c'est pas la question. Ouais, je peux que valider ce que tu dis. Allez, très bien, on va passer à ton dernier jeu des GGX de ta sélection. Bah non, c'est à toi, Billy. C'est moi, voilà. Oui, effectivement. Alors, je vais vous présenter un jeu que je trouve archi indispensable parce que c'est une putain de baffe technique. Un jeu d'action extraordinaire qui exploite vraiment la SNES pour le coup. Ce jeu, c'est Actraiser 2. Et pour le coup, je fais un énorme big up à Francky. Qui a pu c'est lui qui me l'avait cédé, celui-là. Je lui avais pris à lui, il est complet avec le plan et tout.
Donc, T'as je le le poster, regarde une fois. Ouais, t'as le Je cherche poster un avec. Jap. Ouais, j'ai le poster avec. Mm. Donc ça, c'est la version PAL du jeu. Un jeu incroyable. Ubisoft, hein. Ubisoft, les gars. Ouais. C'était Ubisoft qui éditait. Quel jeu incroyable. Alors, le premier, moi, j'avais trouvé techniquement très beau, mais le côté gestion me révulsait Ouais, ça te rebutait. vraiment de ouf, quoi. C'était absolument pas mon style de jeu. Moi, c'était l'action ou le combat. Donc, j'aimais les séquences d'action du 1, mais parce que techniquement aussi le jeu était très beau. Par contre, après tout ce qui était God Game, là, c'était pas du tout mon truc. Par contre, après celui-là sort, KX l'avait eu. Et il m'invite chez lui, on y joue. Pouah, là, la gifle que j'ai pris. Ah, il est beau, hein. Il est hyper il est beau. Hein. extraordinaire. Jusqu'à présent, le jeu, il est ouf. La musique, elle est dingue. Ouais. Tu regardes les décors derrière, tu as des animations de ouf. Dans le jeu, tu as des pouvoirs. Et en plus de ça, c'est un peu comme. Pour moi, ce jeu, il se rapproche énormément de Demon's Crest. Parce que c'est un peu le même principe. Ouais. En gros, tu pars en vue de haut, tu sélectionnes ton stage et tu atterris. Les pouvoirs, on a tout dès le début du jeu, en fait. Oui, tu as tout, ouais. Voilà. Tu as tout dès le départ du jeu. Donc, tu as des. En fait, il faut bien t'en servir parce que ta barre de magie, ça se liquide extrêmement vite dans le jeu. Ouais, ça va vachement vite. Mais en fait, c'est vachement intelligent parce que quand tu maintiens le bouton d'attaque enfoncé et tu relâches, ça fait une magie. Si tu maintiens bas, ça en fait une autre. Si tu fais avant, ça en fait une autre. Si tu fais haut, ça en fait une autre. C'est ça. Plus après le double saut, avec le coup de pied. Le truc pour planer. Voilà, le coup pour planer. En fait, il a une move list, entre guillemets, mais il est. Au niveau gameplay, alors on perd la phase God Game du premier, en effet, mais on y gagne tellement au niveau. Déjà au niveau graphique, parce que le jeu, il est beaucoup plus beau, je trouve, que le 1. Et au niveau gameplay, il enterre les phases de plateforme action du premier. Moi, je pense que toi, Biggie, tu seras comme moi, mais je suis un des rares qui préfère Actraiser 2 à Actraiser 1. Bah oui, mais moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un test du jeu, je l'explique. Et les boss sont mortels, les combats de boss du jeu. C'est incroyable. Là, on voit le premier. Celui-là, il n'est pas évident au début. Quand tu comprends pas le pattern, tu te fais vite fumer. Parce que le nuage, il t'aspire. C'est des boss à pattern. Ouais. Et quand il t'aspire à l'intérieur, déjà, tu perds de la vie. Et derrière, il crache des éclairs. Donc, c'est super chaud. Il faut bien utiliser le bouclier. Enfin, on a tout un panel de mouvements et de magie à notre disposition dans le jeu. Et il faut vraiment tous les utiliser, quoi. Voilà. Je sais plus si on a un système de mot de passe parce que le jeu il est assez long. Hein. Oui, il y a un système de mot de passe. Oui, il y a un système de mot de passe. Le jeu dans le 1, il y avait une pile de sauvegarde. Du coup, dans le 2, il y a un système de mot de passe. Le jeu est assez long. Hein. Je crois il faut 1h20 pour le faire. Ouais, 1h20 pour le finir. Le dernier stage est incroyable. Là, je montre le stage de l'araignée. Là, je le trouve incroyable avec les toiles d'araignée au premier plan, au second plan. Tu as aussi un stage où tu montes sur des rochers qui tombent un peu comme des météorites. Mais laisse tomber. Le gameplay, il est hyper raide. Alors, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont été rebutés. Et c'est vraiment un gameplay qui se mérite. Hein. Il faut vraiment prendre le temps de se mettre dedans, de bien comprendre la philosophie de mouvement du personnage, du gameplay. Mais si jamais on rentre dedans et puis qu'on apprécie un peu ce qui a été fait, le jeu, il déchire. Hein. Ouais, il déchire. Ouais. Celui-là, c'est vraiment un indispensable de la SNES. Je sais pas combien il coûte. Moi, je ne l'ai pas payé très cher. Il m'avait pas fait bien cher, le poteau Francky. C'est plus cher aujourd'hui. Hein. Ouais. Je sais pas, non. En PAL, je sais pas s'il est si cher. Hein. Il est à moins de 100 balles. Hein. De mémoire, c'est 100 balles. C'est entre, je dirais, un peu moins de 100 balles et 100 euros. Je sais plus. Ça fait un moment que j'ai pas regardé. Moi, j'ai dû le payer 100, oui, mais 100 francs, moi, je crois. Tu vois. Forcément, toi, c'est ça. À l'époque. Donc voilà, tu connais celui-là, Senka? Non, du coup, tu étais dans la baston, toi, déjà. Ouais, en fait, c'est un peu le même. Alors, c'est presque le même cas pour moi que ce jeu que Magical Quest. Ouais, que Mickey. Ouais, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que moi, j'étais fan d'Actraiser 1, fan ultime. Ouais. Et en fait, quand celui-là est sorti, parce que t'es jeune et t'es idiot, voilà, il est sorti bien plus tard, mais quand il est sorti, je me suis dit, putain, c'est pas comme Actraiser 1, c'est 0, patati patata. Tu vois, tu l'as boycotté, quoi. J'étais jeune, j'étais bête. Et en fait, c'est marrant parce que vous parliez de ce jeu, parce qu'avec les années, là, ça fait pas mal de temps que j'ai re-regardé, j'ai lu des trucs sur ce jeu, je vois les images et je trouve que ça a l'air mortel, que visuellement, il déboîte, tout ce que tu dis, c'est hyper juste. Et j'ai juste trop envie d'y jouer. C'est juste, je joue qu'aux jeux originaux, donc j'essaie de le trouver à un prix décent en japonais. Et après, à chaque fois, je me dis, je vais trouver moins cher ailleurs. Et après, les années passent, il est de plus en plus cher. Mais là, j'espère que la next time au Japon, je vais trouver un beau prix. Non, donc tu vois, c'est le jeu où c'est un peu comme les gens qui n'ont pas été voir Blade Runner au cinéma quand il est sorti et après ils ont été voir la version, le Final Cut, ils l'ont rodé en Blu-ray. C'est pareil.
Pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre, un peu d'ailleurs comme Hyperdimension, tu vois. C'est un des grands jeux de la Super Famicom qui a été un peu boudé à sa sortie. Parce qu'il avait des prédécesseurs, il était différent des prédécesseurs, tu vois, et à tort. C'est juste, il n'a pas été abordé de la bonne manière à sa sortie. Et aujourd'hui, tout ce que je vois là, le jeu, il a l'air exceptionnel, quoi. Exceptionnel. Non, très bon jeu. Très bon jeu, indispensable absolu de la console. Ça, il n'y a pas de problème. Allez, très bien. On va passer à notre jeu bonus. C'est un jeu un peu qui a fait le consensus de nous trois. On est d'accord pour le valider comme étant... On va dire, moi, consensus par défaut, on va dire. Non, mais tu l'aimes quand même. Ouais. Après, tu le détestes pas. Je le tolère, on va dire. Je l'accepte. Ouais. Ce jeu-là, c'est Kumaju Dracula, Super Castlevania 4. Alors, pour la petite histoire, je possède le Jap complet maintenant parce qu'il était regarde comme ma version pâle, mon artwork, il encule ta version. Oui, totalement. Mais c'est un des rares cas, voire peut-être un des très rares cas où l'artwork pâle est mieux. Ouais. C'est clair. L'artwork pâle, d'ailleurs, c'est comment il s'appelle c'est Tom Dubois, je crois. Ouais, Tom Dubois qui l'a fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai le PAL, mais en loose. J'ai pas le jeu complet en PAL. Et là, j'ai un loose d'ailleurs de Jap maintenant, vu que celui-là, il est complet. Je l'ai upgrade il n'y a pas longtemps. Je fais une dédicace à Saramas, qui a débarrassé des jeux, et je l'ai chopé à ce moment-là. Donc, je suis content enfin de l'avoir complet. Donc, un jeu, moi, j'ai des frissons quand j'entends la musique du premier stage. Mais je vous promets que mes points se dressent. Les musiques sont cool, hein. Non, mais c'est même pas ça, c'est parce que moi, il y a le contexte qui revient. Parce que je venais d'acquérir la Super Nintendo. Déjà, je me rappelle de la cassette Super Nintendo. Quand on voyait, on était à la limite de la peur. Quand on entendait la musique avec le truc, tu sais, on était petits, on se réveillait. Je l'ai dit plein de fois, mais on se levait la nuit pour regarder la cassette. Et nous, on connaissait Castlevania de la NES déjà, le 1 et le 2. Et le 2, bon, on n'avait pas trop aimé, mais le premier, il nous avait vraiment marqué. Et quand je vois ça, je vois le truc dans la cassette vidéo, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce jeu? Et après, le jeu arrive. Pareil, je l'avais emprunté à KX. Et quand j'entends la musique du premier stage, mais je m'en rappellerai toute ma vie. Je te dis, tu sais, l'ambiance jouée à l'orgue et tout. Je me disais, mais ça y est, on est vraiment dans des jeux d'adultes. Tu vois ce que je veux dire? Où c'est serious business maintenant. Et tu avais ce côté épique où tu te dis, il va combattre Dracula dans son château et tout. Tu sais, tu avais l'impression vraiment de partir en quête pour aller tuer Dracula. Au niveau couleur, il est fade, tu vois. Donc, du coup, ça lui donne vraiment une teinte mature. Hein, ouais, mature. Et puis tu as tellement de trucs un peu malaisants dans le jeu. Tu vois, les bruitages. Tu sais, tu as les bruitages d'os. Quand tu le frappes, tu as vraiment un bruitage d'os qui se casse. Tu sais, dans le premier stage de la grange où tu as les têtes de cheval qui arrivent sur toi. Et en plus, la musique du jeu, mais laisse tomber. L'OST, il est super. Du stage où tu es dans la boue, là. C'est juste après là. Et tu as un stage où tu descends des chutes comme ça et tu es un peu dans la boue. La musique, elle est incroyable. Et puis, tu avais les stages où ça utilisait le mode 7, où ça retournait l'écran avec les trucs. Mais c'était la folie. Ça mettait la console en PLS, ça ramait à mort. Oui, ça ramait de ouf. D'ailleurs, petite anecdote sur le Mister, tu as plus de problème. Puisque tu as le mode turbo, du coup, le jeu, il est juste incroyable. Overclock, quoi. Ouais, ça overclock. Comme sur Mega Drive aussi, du coup, ça overclock la Mega Drive sur certains jeux. Thunder Force 4 notamment. Et du coup, là, c'est juste top. Après, c'était le charme de l'époque. C'est vrai que voilà. Et puis sur SNES, on avait des vrais effets de transparence. Ça, c'était vraiment la classe. Là, on le voit. Et quel jeu. Moi, aujourd'hui, tu sais, il y a toi, t'en parlais, tu disais que la version Mega Drive était ta préférée, mais qui arrivait quand même bien plus tard parce qu'il y a cette variété. En fait, c'est un peu plus réfléchi, le Castlevania Mega Drive. J'expliquerai, je dirais ça comme ça. Celui-là, c'est un espèce de remake. C'est entre le remake et la suite ou le nouveau jeu. Et voilà, mais puis il est sorti vraiment au début de vie de la console. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour celui-là. Ça reste pour moi mon meilleur Castlevania ever. Et je fais une grosse dédicace à TKO parce qu'on en parlait tous les deux quand il était chez moi. Et pareil que moi, il me dit, mais putain, Castlevania 4. À chaque fois, il me dit ça. Tu vois, ce Castlevania, c'est peut-être aussi la série de sa vie. On le raccroche beaucoup au jeu de combat, mais Castlevania, c'est l'histoire de sa vie à TKO. Donc voilà, grosse dédicace à TKO. Vas-y, DGGX. Moi, en fait, il y a quelques trucs qui m'empêchent de l'aimer, ce jeu-là. Alors déjà, graphiquement,
Je Non, mais l'explique, remets-toi en contexte de quand tu l'as connu sur SNES, parce que là, je veux bien. Ah, mais avec moi, le je te parle dans le contexte où je l'ai connu, parce que mon avis, aujourd'hui, moi, je l'ai eu en. Je sais plus quand je l'ai eu, j'ai dû l'avoir en 94, c'est le mien, c'est mon mien d'époque. C'est celui-là. On devait être en Ah ouais, tu l'as eu sur le 94. tard quand même. Ouais, mais c'est mon avis d'époque et il n'a pas du tout évolué, malheureusement. Ah, La première fois que j'y ai joué, je dis putain, c'est fadasse. Niveau couleur, c'est terne. Donc, déjà, ça me gênait. Bon, admettons, tu vois. Bon, les musiques sont cool. Le gameplay, par contre, c'est bien. Toi, avec le fait, on pouvait ouais. orienter le fouet comme on voulait. Il y avait le air control. Ouais. On pouvait faire tourner le fouet. Ah ouais, non, ça, franchement, c'est agréable. Ça, c'était cool. Mais après, le jeu était trop long. Alors, il y a un système de mot de passe, hein, bien évidemment. Mais Oui. putain, je l'ai trouvé trop long. Et puis, le rythme, c'est ce que je disais quand j'ai fait la review. Oui. C'est le rythme, en fait. C'est principalement ça. En fait, moi, le problème, quand je joue à Castlevania 4, je me fais chier. Voilà, tout simplement, je me fais chier, quoi. Et quand je me dis putain, j'en ai pour 1h15 à faire ça, bah j'éteins la console, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. Donc, j'en avais fait une vidéo, hein. Oui. Pareil, je l'ai one CC, hein, j'ai dû perdre 2 vies, je crois. C'était sur la fin avec le truc d'escalier. Un truc à la con, je l'avais fait en stream. On l'avait fait en stream l'an dernier, quoi. Puis j'ai fait la review l'an dernier, mais voilà, bon, là, j'ai eu ma dose, et puis j'y retoucherai peut-être dans 10 ans, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça, peut-être. Moi, j'y joue régulièrement. Et toi, Senka? Et bah, ouais, ce jeu. Alors, c'est marrant, hein, je vais être un des rares, mais vous l'avez compris, je suis un mec du gameplay arcade et de l'arcade, et donc je suis un grand fan des Castlevania arcade avant qu'ils arrivent dans l'ère un peu Metroidvania, tu vois. Donc j'adorais Castlevania 4 et l'histoire, Biggie en parlait un peu. Si tu remontes ta jaquette, je peux montrer ta jaquette pâle? En fait, tu vois, ce visuel avait été utilisé pour la couverture, je pense, du console plus 12 à checker. Hein. Ouais. Oui. Je crois que c'était celui-là qui était sorti en septembre Il a été noté 2 fois dans console plus. Hein. Ouais. T'as la version Super Famicom qui avait eu genre Oui, je c'est crois, ça. 72% de mémoire et puis la PAL 90. C'est ça. Mais moi, justement, je me souviens bien de ce numéro de console plus avec ce visuel de Castlevania en couverture parce que c'était un numéro de console plus qui était vendu avec la cassette Super Nintendo, la fameuse. Ah, ok. Et du coup, j'avais ce numéro avec l'artwork, j'avais la cassette, et comme Biggie, la cassette, tu sais, je la regardais en boucle. Tu sais, je faisais ça. On l'a rincé, Je cette revenais, cassette. je regardais en boucle, et surtout, après, je savais qu'il disait un peu de la merde, parce que tu prenais l'extrait de Street 2 dans la cassette, le jeu, il tourne sur une jappe. Hein. Ouais, moi, tu sais, j'avais la version américaine avec la D29 sur ma Super Nintendo PAL. Je regardais la cassette, je fais, mais c'est pas le même jeu. Tu sais, gamin, je comprenais pas pourquoi c'était pas le même jeu. Je fais, mais il se passe quoi? Après, j'ai compris les phases du Switch, de la console Jap, c'était terminé pour moi. Mais c'est grâce à la cassette, gamin, que j'ai compris qu'il y avait un problème. Parce que je regardais la cassette, je regardais le jeu, je fais, c'est pas possible. J'ai été dans la boutique, j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous m'avez vendu? Il me dit, ah, mais parce que Jap, tout ça. Et je fais, j'ai revendu tout ce que j'avais en PAL et plus jamais j'ai retouché au PAL. Mais bon, ça, c'était pour la. Mais bref. Et donc, bref, j'avais rodé Castlevania sur cette cassette. Donc, j'avais pris le Castlevania 4. Et ce que dit Biggie, pour moi, c'est une de mes musiques préférées de l'histoire des jeux vidéo. C'est l'ouverture et le thème de Simon, hein, dans l'ouverture du jeu. Et même Square Magician qui avait fait un magnifique remake de cette OST. Ce que je faisais à l'époque, c'est que à l'époque, tu n'avais pas, t'avais pas le MP3 ou le YouTube. Hein. Donc en fait, je jouais le premier niveau. Je faisais reset, je jouais le premier niveau, je faisais reset, je te jure, je faisais ça pendant des jours, juste pour entendre la musique du jeu. Et donc en fait, le truc m'est resté, et le reste du jeu, ouais, mais le premier niveau et la musique, ça, je sais pas, ça me rendait ouf, ça, des meilleurs premiers niveaux, esthétiquement et musicalement parlant, de l'histoire. Donc après, bon, ce qui s'est passé, c'est que un tout petit peu plus tard, honnêtement, il y a eu le Dracula X, la PC Engine, CD-ROM, et là, faut quand même avouer qu'en termes de jeu, Dracula X, il lui met cher. Hein. Non, mais Dracula X, moi, je suis moins d'accord en termes de gameplay. Je trouve que même en termes de gameplay, moi, non, Dracula X, c'est la catastrophe, le gameplay. T'as plus les c'est un jeu de ouf. Gameplay de Castlevania 4, tu vois. Non, alors je suis d'accord. Castlevania 4 est plus jouable et c'est pour ça que j'adore toujours ce jeu. Mais en termes de jeu pur et dur, mais le game design, tu veux dire, le game design. En termes de game design, énormément devant. Mais c'est vrai que le côté, justement ce que je disais, j'adore la maniabilité arcade de ce Castlevania 4. Exactement, ouais. C'est juste, et là je suis d'accord avec TGX, il m'ennuie plus que Dracula X. Mais en même temps, je pourrais refaire à l'infini juste le premier niveau. Donc c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave s'il m'ennuie sur la durée, vu que je fais que le premier niveau et j'éteins la console. Donc
Voilà. Mais non, mais j'adore ce jeu. J'adore ce Ah jeu. ouais, ça, non, c'est mais pas- moi, je te y dis, a pas de- c'est un des jeux de ma vie, Castlevania 4. En tout cas, dans la SNES, voilà. Moi, c'est top 5 de la SNES sans problème. Donc, voilà. Allez, ben écoutez, on a passé en revue ces 10 indispensables sur SNES. Ouais. Voilà, ben écoutez, c'est vraiment cool d'avoir un peu partagé ça. Ça a duré un peu de temps. Ah, Je il pense faut ce qu'on qu'il a faut. beaucoup de choses à dire. C'est peut-être l'indispensable le plus long maintenant. On a battu, je crois, celui de la PS 360. Ah, je sais pas. Ouais, parce qu'on est déjà à 1h20. Donc voilà. On avait des choses à dire, on est un peu bavard, donc voilà. Et quand est-ce qu'on fait les 10 indispensables sur PCFX? Parce que je suis pas sûr qu'on arrive à 10. Sur GX4000 avec Monsieur Garcin, on avait dit. Mais- Ah, il va être content. et les Jaguars, le top 10 Jaguars, est-ce qu'on arrive à Ouais, 10? bah, ça arrivera. C'est prévu ça, on va voir ça avec les stats là. Si Le j'en ai top pas 10 les stats, Playdia. Je te mets au défi Playdia. de trouver 10 bons jeux sur Playdia. Playdia, Ça. ouais. Ça va être compliqué. Mais c'est pas un top, hein, c'est des indispensables. Ouais. Il y en aura mais- d'autres dans les prochaines saisons. Il y a pas, bien sûr, il n'y a pas 20 jeux indispensables sur SNES, sinon, voilà, elle n'aurait pas eu le succès qu'elle a eu. La Mega Drive, c'est pareil. La Bien Neo sûr. Geo aussi, malgré que sa ludothèque n'est pas si grande. Bien sûr. Mais malgré tout, il n'y a pas que 20 indispensables. Donc, Et voilà. pourquoi est-ce que tu fais pas les 10 jeux dispensables sur les consoles? Ça pourrait faire le. Ouais, on pourrait en faire un, ça pourrait être marrant. Et toi, t'aimes bien ça. Ouais. Tout ce qui est Kusoge, c'est ta tasse de thé. T'es une bible des Kusoge. Donc voilà. Oui. Bon, j'espère que cette vidéo 10 indispensables vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut! Ciao, ciao. Salut!